Allez, bonsoir à tous. Ouais, j'ai oublié de mettre mes copains à l'antenne. Attendez, je vous remets ça. Voilà, comme ils sont beaux, comme ils sont mignons. Excusez-moi, j'étais sur l'écran de contrôle de Twitch. Je vais tout de suite remercier SG Kenzo pour le follow. Merci beaucoup. Ça nous aide à faire monter la petite barre qui est juste là en dessous. La petite barre avec les follow. Attendez. Non, par là, voilà, par là. Non, par là, non, par là. Putain, je suis... Ok, ok. Elle est juste là en dessous de l'écran. Ça, je vais direct. Donc pensez à follow la chaîne hein, si jamais vous voulez suivre les lives. C'est quelque chose qu'on va refaire de plus en plus. Donc comme vous le savez, on a déjà commencé. Les petits copains ont fait des séries sur les All 5, donc avec des 5 majeurs à contrainte. On sait que le premier épisode vous a beaucoup plu, donc ici on a décidé de reprendre un petit peu ce qu'on faisait à l'époque sur le podcast avec un talk, hein, tout simplement. On n'est pas là pour spécialement réinventer la roue. Si jamais il y a des problèmes de son, la musique va trop fort, parce que je vous ai mis une petite musique en arrière-plan, comme ça c'est un peu plus sympathique. Si jamais vous entendez pas bien Cam, si jamais vous entendez pas bien notre ami, excusez-moi je fais des rototos, François Damien, qu'on ne va pas appeler par ses initiales parce que sinon il va y avoir des jeux de mots salaces. Et bonsoir Julien de l'équipe de QI Basket. Si vous n'entendez pas bien quelqu'un, surtout n'hésitez pas. Messieurs, bonsoir Cam. Bonsoir à tous. Et bonsoir François. Et comment t'appelles? Comment t'appelles? François Damien? On dit FD. FD. Bon, on dit FD, mais effectivement on dit pas le nom de famille, sinon on se fait ban par Twitch. Voilà, c'est ça. Donc tout est nickel, ça va, ça fait plaisir. Bon, trade deadline assez agité finalement. Je suis en mono à gauche niveau du son chez moi, d'accord, ok. Je vais essayer d'arranger ça pendant qu'on parle. On a eu pas mal de moves au final, donc c'était assez agréable. Hein, on va pas se cacher, on était quand même plutôt contents. On va commencer juste par un truc un peu général. Pour vous, le grand vainqueur de cette trade deadline, c'est qui? Avant de faire le détail des trades. Brooklyn, là, de tête, là, comme ça, à froid. Ouais, Brooklyn, pour moi. Brooklyn? Moi, je vais dire Indiana. Parce que en très peu de temps, ils ont réussi à partir d'une situation qui était vraiment pas bonne et ils ont réussi à amorcer déjà une reconstruction en une petite semaine. Donc, bien joué à Indiana qui se met déjà dans des bonnes dispositions pour la suite. Il récupère des pics, du cap, un jeune à haut potentiel, enfin, sauf pour Sacramento, visiblement. Non, clairement, c'est une belle opération. Il reste plus que Turner et Brogdon à bazarder et peut faire table rase. C'est un bon plan. Brooklyn, pourquoi de mon côté? Parce que tu te sors d'un guépier qui n'a fait qu'empirer depuis quelques semaines. T'as ta superstar qui veut plus jouer, qui fait tout pour être tradé. De l'autre côté, tu récupères un jeune à haut potentiel, très bon défenseur, qui est un très bon complément des autres joueurs alignés, qui va combler les problèmes au rebond, les problèmes en défense et pourra faire du playmaking. Et je sais pas encore quel poste ils vont l'aligner, mais bon, tu peux le mettre en 4, voire même en 5 sur certaines phases, c'est pas déconnant. Et à côté de ça, tu bouches les trous dans ton effectif, tu récupères une meilleure densité. André Drummond, c'est quand même pas mal, même si je pense il jouera pas 30 minutes par match, mais c'est un bon complément. Et encore une fois, il aura que à sauter haut et à prendre du rebond. C'est parfait pour cette équipe. Clairement, ils reviennent bien. Non plus que Kevin Durant et ça repart bien. C'est vrai qu'on en reparlera tantôt. Normalement, la N5, tu peux me confirmer, mais je ne dois plus être en mono. C'est vrai que Brooklyn, là, sur le clutch, a quand même été plutôt bon. Alors, on va se fixer on va reprendre pardon la ligne des trades, enfin la timeline des trades en se fixant avec l'article qui est dispo sur le site de QBasket qui reprend l'ensemble des trades depuis quelques jours puisque ça n'a pas commencé ce soir évidemment. Cam, tu vas nous faire le récap des trades un par un et on va faire une petite réaction. Si jamais vous avez des réactions dans le chat, surtout n'hésitez pas à nous faire part vous de votre avis sur certains mouvements. Ça pourrait être intéressant évidemment de partager avec vous. Sinon on fait pas de live, on discute entre nous et puis voilà. Go. Alors on va commencer par le gratin du gratin, le haut de la ligue. Donc un magnifique trade Clippers-Blazers. Donc les Clippers reçoivent Norman Powell et Robert Covington. Côté Blazers, c'est Eric Bledsoe, Justice Winslow, Keon Johnson et un second tour de draft en 2025 qui arrive. Je sais comment dire. Pour Los Angeles, c'est bien parce que tu récupères quand même Norman Powell, il peut faire beaucoup de bonnes choses. Il défend, ça drive, ça shoot bien, c'est un bon playmaker. C'est un bon complément en fait entre Kawhi et Paul George et il pourra dépanner si de toute façon à l'instant T t'as les deux blessés donc t'as besoin d'un joueur comme ça. Côté Portland, il y a la seule motivation c'est l'argent. C'est juste qu'en fait là parce que c'est que des petits contrats, bon t'as Keon Johnson. L'argent. Exactement.
Ils sont rentrés dans cette opération de il faut qu'on ait un max de cap pour entourer Damien Lillard. Voilà. La santé, c'est pas ouf, ça va pas être beau à regarder, mais je demande à voir. C'est pas un trade c'est un trade qu'on jugera à la fin de la free agency. Ok, François Damien, pour toi, c'est le vrai bon coup de cette histoire-là. Il y a beaucoup de gens qui parlent évidemment du contrat de Norman Powell et du joueur, évidemment. Est-ce que pour toi, c'est ça le vrai truc du trade, ou est-ce que c'est un peu plus grand que juste Norman Powell? De manière générale, c'est le premier mouvement de Portland qui commence un peu à tout bazarder autour de Damian Lillard. Il y a eu celui-ci qui a ensuite posé les bases pour celui de McCollum 2-3 jours après. Après, oui, le joueur le plus important ici, c'est Norman Powell, effectivement, qui a signé, il me semble, il y a 2 ans, son contrat à 18 millions d'années. Ouais. L'important pour Norman Powell, c'est que là, il va avoir une demi-saison en attendant que les deux monstres reviennent pour se roder dans sa nouvelle équipe, arriver dans une équipe qui fonctionne déjà bien sur lui. Mais voilà, c'est un joueur de complément parfait, c'est un bon tireur, c'est un bon défenseur. Et c'est une pièce de complément qui est très intéressante. Une fois que Kawhi et Paul George reviendront, les Clippers auront vraiment un statut de favori. Après, pour les Blazers, effectivement, il y a les considérations financières dont on a parlé. Ils réussissent quand même à récupérer Keon Johnson, qui était quand même un gros prospect de la draft dernière, joueur de Tennessee dans un contexte collectif très compliqué où ça shootait pas beaucoup, le spacing était vraiment pas bon, c'est ça qui l'avait fait descendre très bas à la draft. Il était attendu au début du top 10 en début d'année, donc il récupère un jeune à gros potentiel qui a pas encore prouvé en NBA, ça c'est sûr, mais qui est que dans son année rookie, et puis c'est quelqu'un qui vont pouvoir prouver, comme ils le font avec Greg Brown qui était à Texas aussi et qui était pas un super joueur de basket, mais ils ont réussi à en faire un role player en NBA, donc pareil pour Keon Johnson qui va pouvoir peut-être mûrir à Portland. Est-ce que parce que c'est vrai que là ici du coup les Clippers ont l'air c'est des trades qui passent un peu inaperçus parce qu'on sait que les deux superstars sont blessés, mais merci Dalzim Kenom pour le follow, ça fait bien plaisir, bienvenue à toi. L'année prochaine quand même les Clippers ils vont pas faire rire grand monde, hein. Non, ça commence à faire peur. Et puis alors Robert Covington, dites-moi si je me trompe, mais son contrat expire en 2022. Il sera une restricted free agent. Je pense que les Clippers du coup auront les board rights sur lui puisqu'il avait un long contrat. Et si cette arrivée se passe bien là sur cette fin de saison, et qu'ils arrivent à garder Robert Covington ou en tout cas à le re-signer à la free agency, c'est encore une pièce très intéressante pour un contender. Peut-être en sortie de banc de wingstopper, un profil qui va être très intéressant aux côtés des Clippers qui ils sont en train de se créer une très forte équipe. On va saluer Moumou l'Albatros qui vient d'arriver, donc on est très content d'avoir des volatiles aussi. Prends place et n'hésite pas justement à réagir aux différents trades qu'on énonce. Est-ce que quand même, malgré tout, c'est pas un peu cher payé pour les Blazers pour juste faire du cap? Alors après, Norman Powell c'est quand même chaud, hein. Après, tu te dis en fait qu'au final, tu as tradé Gary Trent Jr. pour Justin Twisto, Keon Johnson et Eric Bledsoe. Et un second tour. C'est là où ça fait mal en fait. Et là, ça fait mal au cul. Après, Portland, ils sont dans la situation où là, en fait, leur effectif a explosé dès le début de saison. C'était pas bon et ça ne le deviendra pas au fur et à mesure de l'année. Tu es forcé de perdre quelques trades pour te libérer. Là, mine de rien, ça leur libère un beau cap et. T'es forcé. Du cap à Portland, c'est un peu comme avoir du cap à Cleveland, tu vois. Pour avoir envie de venir dans l'Oregon, quoi. Enfin, faut aimer la forêt. Faut aimer la forêt. C'est ça, moi, Memphis, quand on a eu du cap, on a signé Chandler Parsons, donc tu vois, je connais bien ces situations-là. C'est d'ailleurs, il a dit sur Twitter que c'était son meilleur moment chez les Grizzlies, hein. C'était la signature du contrat. Hein. Il a tweeté cette semaine. Donc le mec n'en est même pas honteux, il en fait des vannes, même. C'est fort. Après, il a plus de jambes, mais il a de l'humour, c'est l'essentiel. C'est toujours ça. Non, après, voilà. Portland, le problème, c'est qu'ils en sont au point, ils ont plus tellement de jeunes, à part Anthony Simons qui est bon, ils vont regarder, logique. T'as pas d'assets, t'as pas de bon pick de draft, etc. Donc t'es forcé de te tirer une balle et on en parlera dans le trade qui suit. Ouais, faut se faire mal. Mais il faut casser cet effectif-là parce que l'année dernière, ça fait les playoffs qui craquent. Là, cette année, ça joue la loterie et tu peux pas continuer comme ça avec ce modèle-là où tu comptes sur ton meneur arrière de mettre 30 points par match et de très très fort. Ça marche plus. En gros, ça me promet quand même une free agency à l'été qui
déterminera tout pour Damien Lillard, parce que là, on lui a dit en gros, on lui a tout fait à Portland, hein. Il a tout pris, on lui a tout promis, on lui a fait signer des contrats, et en gros, là, derrière, on lui dit, bon, l'opération de la dernière chance, c'est on dégage tout le monde, et puis cet été, on te garnit comme une dinde à Noël, quoi. Donc s'il se manque cet été... Après, tu vois... Parce que la liste des free agents cet été en 2002, c'est pas dingue, hein. Non, c'est pas fou. Et puis rappelez-vous, la dernière fois que les Blazers ont eu du cap dans une free agency, ils ont donné 75 ils se sont alignés sur l'offre de Brooklyn à 75 millions sur 4 ans pour Alan Crabb. Ils ont donné un gros contrat à Barclays, ils ont donné un gros contrat à Evan Turner, aussi, il me semble. Ils se sont vite retrouvés bouchés. Attention à pas se retrouver avec beaucoup d'argent sur une classe de free agency qui est pas terrible et du coup se retrouver à surpayer des joueurs moyens. Ok, donc finalement, finalement, le trade est quand même plutôt équilibré pour les deux équipes. Tout le monde y a trouvé son petit compte. Les Clippers récupèrent un super joueur de rotation. Il y a Jérém, le patron de QBasket qu'on salue, qui nous met la densité des Clippers en vue des retours de Kawhi et de Paul George. C'est une folie, c'est vrai. Que quand tout le monde sera là, on l'a dit tout à l'heure, hein, les Clippers, ça va plus faire rire grand monde. Et derrière, Portland s'ouvre les portes pour une opération de la dernière chance. Ça ne veut pas dire que c'est garanti, mais en tout cas, il y aura moyen de faire quelque chose. Après, ce qu'il faut voir, c'est que Portland, ils sont plus proches d'un pick top 5 à la loterie que de jouer le play-in. Donc, tant qu'à faire, là, ils vont sortir les chenilles. Si tu peux gratter un gros pick cet été, Minora, tu restes sexy comme ça aussi. Si tu arrives à choper un jeune prometteur, tu achètes du temps. Ou tu t'ouvres une option pour dire, si ma star s'en va, au moins j'ai un Chet Holmgren, un Jabari Smith, etc. Mais bon, ils vont drafter Johnny Davis et ce sera très bien, le Brandon Roy de cette draft, et puis ce sera très bien. Alors, il y a One Night 11 qui nous dit bonjour à toi aussi. Attention pour les Clippers au playmaking. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, il y a encore l'année passée, ou peut-être il y a plus de 2 ans, tout le monde se foutait de la gueule de Reggie Jackson. Bon, il a quand même su montrer des choses intéressantes. Dans une équipe qui est blindée de superstars, t'as pas besoin d'avoir un meneur qui soit vraiment une bête. Si t'as un mec qui sait faire quelques passes, franchement, ça suffit. Je veux dire, de toute façon, ça voudrait dire qu'il te faudrait une rotation à la main qui soit vraiment bonne, ou qui soit, on va dire, correcte tout au plus, quoi. Donc, des meneurs comme ça, pas chers, dans les marchés de buyout, dans les fonds de cale de l'intersaison, il y a toujours moyen de gratter un petit quelque chose, donc je suis pas très inquiet pour ça, surtout que les porteurs de balles en général c'est plutôt les stars qui vont s'en occuper, donc il faudra voir comment ils vont s'adapter, mais en tout cas ce sera très intéressant du coup de voir les Clippers l'année prochaine qui préparent déjà une saison pleine de promesses justement. Cam, tu peux nous énoncer le trade suivant s'il te plaît, un petit peu moins rapidement que celui que tu viens de faire parce que j'ai à moitié tout compris, donc prends ton temps, je suis vieux. Alors, arrive à Cleveland, Caris LeVert et un second tour de draft 2022. Arrive à Indiana, les restes de Ricky Rubio, un premier tour de draft 2022 et 2 picks du second tour de 2022. Oui, bon. Donc, c'est un trade que, moi, pour mon cas, je ne l'ai pas vu venir parce que, ok, LeVert était disponible, etc., mais il ne coûte pas grand-chose au final par rapport à ce que Cleveland lâche et ce que Indiana offre. C'est un bon plan, quoi, parce que tu as un jeune qui est prometteur, qui joue 2-3, qui shoot, qui passe, qui va mieux fitter avec Garland qu'avec Sexton, mais ça je te laisserai en parler. Non, clairement c'est une belle opération. Et comme FD l'a dit juste avant, pour Indiana tu lances une belle série, tu commences à te bourrer de pics. Bon Rubio, désolé mais il déménagera pas je pense. Je pense qu'il va se faire cutter ou assez rapidement. Mais voilà, c'est un bon move. Des deux côtés vraiment c'est très propre. Oui, il y a Jérém qui dit jeune entre guillemets, il a 27 ans, Caris LeVert, donc c'est pas non plus un. Ouais, mais bon, tu vois. C'est pas non plus un gros scandale. Il a pas 42 ans. Moi, comme c'est mon équipe, je vais quand même parler du trade. En fait, le gros défaut pour l'instant qui restait des Cavs sur le jeu offensif, qui est une équipe assez plaisante à regarder. Je suppose que vous avez quand même jeté un œil maintenant, malgré vos mauvaises foi collectives. En fait, c'est les fins de possession. Sur les fins de possession, il y avait toujours un moment où les mecs se regardaient et se dire bon. Là, on n'a pas su shooter en 15 secondes, donc on est un peu perdu. Et du coup, c'est là que Caris LeVert va être intéressant. Ce sera vraiment pour faire sauter un petit peu le verrou de la défense quand elle reste bien fermée. Il peut être intéressant aussi en transition, sur du pick and roll en tête de raquette. Donc il a plusieurs petites armes en fait, qui vont permettre à Garland surtout de souffler. En fait, je suis pas tellement d'accord sur le côté ça fitera mieux qu'avec Sexton, parce que
de ce que j'en connais de Caris LeVert, je l'ai vu quand même quelques fois jouer, c'est un peu le même profil que Sexton, sauf qu'il y a les centimètres qui sont différents. Mais sinon, quand tu regardes, c'est 2 porteurs de balles, c'est des mecs qui sont capables de shooter à mi-distance, d'aller finir au cercle sans problème, de participer, on va dire, à un jeu collectif. Maintenant, moi, il y a toujours l'interrogation que j'ai par rapport à Sexton, c'est que ce mec n'a jamais connu les Cavs comme ils sont maintenant. Il a toujours eu les Cavs en plus que chantier avec des mecs qui rentraient pas leur shoot. Cette année, tout le monde rentre ses shoots. Donc moi, j'aimerais bien voir aussi voir Sexton avec une équipe qui tourne et une équipe des Cavs qui tourne, voir ce que ça peut donner. Maintenant, je pense que c'est pas interdit de toute façon, en fonction de la match-up en face, d'avoir soit une tête de gondole avec Sexton et Garland, ou bien d'avoir du Garland et du LeVert. Donc, je pense que tu peux alterner des deux et voir justement quelle est ta deuxième scoring machine qui est en forme aller au jour le jour, tu vois. Donc, c'est plus... moi, je pense que ça reste du complément. Maintenant, il faudra juste expliquer à Sexton qu'il va avoir du temps sur le banc, qu'il n'aura plus les rênes spécialement en attaque, qu'il sera plus obligé de mettre 40 points pour qu'on gagne un match. Et donc ça fait beaucoup, ça fait pour un jeune. Maintenant, de ce que j'en ai vu aussi, je pense que Sexton, c'est plutôt un mec qui veut gagner, tout court. Tu vas lui expliquer que c'est un autre mec qui va mettre 60 points, je crois qu'il s'en fout. Mais il veut gagner. Voilà. Et je pense que ce qui l'a fait péter des câbles de temps en temps par le passé en termes de garder la balle, c'était que justement, personne n'était foutu de rentrer un panier. Moi, j'ai discuté de ça des milliers de fois avec KZFR, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Tu te casses le cul à passer ton défenseur. T'arrives dans la raquette. Tu kick out sur un mec qui est dans le corner. Le mec balance une saucisse. Ok. 1 fois. 2 fois. 3 fois. La 4e fois, tu la passes plus. Hein. Tu vas te fracasser contre le défenseur. T'essaies de la mettre toi-même, tant pis. Tu dis perdu, foutu pour foutu, tant pis, j'essaye. Donc là, c'est bien, c'est que justement, on va avoir une deuxième solution. Rubio, donc contrat expirant donc pour l'épaisseur, c'est très bien. Ça leur fera du cap qui va se libérer à l'été. Dans une optique de reconstruction, c'est très bien. Quelques pics de draft qui n'étaient pas très très haut placés, donc ma foi, c'est pas scandaleux. Et on aura toujours la possibilité peut-être d'essayer de faire revenir Ricky Rubio chez nous à la place, par exemple, de Rondo qui vient juste faire sa pige de vétéran à la main. Donc bon deal pour tout le monde, je pense. Tout le monde est content de ce trade. Le trade, ça faisait 2 ans qu'il était dans les cartons. Je pense que déjà à l'époque, ils ont dû le faire le choix entre Jarrett Allen ou Caris LeVert quand il y a eu le gros move avec Harden. Et ils ont pris Allen à juste titre, je pense, parce que je pense que sinon ils ne l'auraient pas revu. Et LeVert, ben voilà, il est content. C'est un mec de l'Ohio qui a fait sa fac à l'Ohio, je pense, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, il est content de revenir. Tout le monde est content. Voilà. Je dis vite. Il retrouve Jarrett Allen aussi, avec qui il avait quand même une belle synergie à Brooklyn. Et puis oui, même au-delà. Et Davis aussi. Oui, alors oui, excuse-moi. Et ça vous apporte quand même une solution de scoring en sortie de banc, quoi. Ouais, c'est ça qui est le plus important. Ce que j'en avais compris, c'est vraiment le point faible aujourd'hui de en fait, non, c'est pas ça, c'est que c'était à la merci de Kevin Love. Alors pour le moment, tout se passe bien, parce que Papy, il rentre ses shoots. Voilà, il rentre ses shoots. Mais il y a des soirs où le banc a mis, je crois que c'est contre Charlotte, je crois qu'ils mettent 62 points. Le banc, en fait, le banc, c'est ou vraiment 50-60 points, ou bien c'est rien. Et donc du coup, ben voilà, c'est rééquilibrer les starters avec le banc, et ça de toute façon ça reste positif. Je lis vite un petit peu ce qu'il y a dans le chat. On nous reparle un peu des Blazers, ils demandent ce que les Blazers vont plutôt drafter. Ils les voient plutôt balancer un gros pic pour entourer Damien Lillard tant qu'il est encore temps. Oui, c'est ce qu'on avait plutôt dit, hein. Oui, moi j'avais dit Johnny Davis qui joue à Wisconsin, qui devrait partir. Ah, toi tu penses qu'il va drafter, ou bien tu penses qu'ils prennent leur collection de pics et ils échangent contre un joueur? Bah, ils auront leur propre pic, ils l'ont toujours le leur. Ouais. Après, ce qu'il faut voir surtout, c'est que tu peux drafter et échanger de joueur après. Ouais, voilà, c'est par exemple ce que Miami a failli faire avec Tyler Hero avant de le signer. C'est ce que Cleveland avait fait à l'époque avec Andrew Wiggins et Kevin Love d'ailleurs aussi en 2014. Exactement. Avec les résultats qu'on connaît. Wiggins All-Star. Ah oui, c'est ça. Voilà. Non, pas seulement All-Star, All-Star titulaire, s'il te plaît. Ouais, là, on va pas s'énerver maintenant. All-Star titulaire. Merci Voltaire, 99 ou 99 selon tes origines. Bienvenue dans le 5 de QI Basket, félicitations à toi.
Ça n'a pas gardé le pic à Portland, on nous dit dans le chat aussi, il faut entourer Damien Lillard pour gagner. Bah, le truc, c'est que c'est un peu ça qu'on lui chante depuis 4 ans, même plus, mais là, ça s'est intensifié, on va dire, depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, il n'y a que dalle. Donc oui, il va falloir faire quelque chose de toute façon. Que ça passe par un échange de pics ou que ça passe par de la draft, il faudra trouver quelque chose. En tout cas, il faudra le consulter, au moins ça. Parce que là, le mec s'est réveillé, il y avait plus CJ McCollum, ça doit quand même faire bizarre. Ok, next, on passe au trade suivant. Cam, Lindou, la sentence. Alors, arrive aux Pels de la Nouvelle-Orléans, CJ McCollum, Larry Nance Jr., Tony Snell. Arrive à Portland sous la pluie, Josh Hart, Nick Kyle, Alexander Walker, Thomas Satoransky, Didi Louzada, un premier tour de draft 2022. Trop, indigestion, vomir, tout, trop. D'abord, dis-nous qui arrive à la Nouvelle-Orléans. Juste ça. McCollum, Larry Nance Jr., Tony Snell. Donc Larry Nance Jr. qui va se faire opérer, hein. Donc saison terminée pour lui, je crois. C'est ça. Ouais, donc, ça c'est réglé. Voilà. Ok, McCollum et Tony Snell pour faire le salary. Pour faire le salary match. Exactement. Voilà. Donc apparemment c'est un choix dans les équipes qui étaient potentiellement prêtes à le recevoir. Le choix de McCollum, c'était les Pels. Qui y croit, lève la main. Ok. Alors. Bon. Qui arrive à Portland. Alors, Josh Hart. Ouais. Nick Kyle, Alexander Walker. Thomas Satoransky. Didi Louzada. Et enfin, tu vas avoir 3 picks. Donc, un premier tour 2022 et 2 picks de second tour. Ok, les picks on met de côté. Est-ce que c'est un... Bon, pour le côté, pour les Pelicans, on voit l'upgrade. Forcément, mettre un scoreur soyeux à côté d'un autre scoreur soyeux en la personne de Brandon Ingram, c'est plutôt sympa. Maintenant, est-ce que d'un point de vue équipe, ça peut tourner? Il y a toujours le coaching. Hein. C'est l'ami Willie Green, je crois, qui est là-bas au coach. C'est ça, exactement. Voilà. Je l'ai vu il y a pas longtemps contre les Cavs. Il avait l'air plus perdu qu'autre chose, le pauvre. Et en fait, ils ont un 5 qui est pas dégueu. C'est Devonte Graham, tu as McCollum, tu as Ingram, t'as Valanciunas en 5 et en 4, c'est qui? Bah, Zion, s'il est sur 2 pieds. Ah oui, putain, j'avais oublié. Dr Pepper. Ça, j'avais oublié, excusez-moi. Exactement. Non, mais du coup, allez, ce 5-là, ça passe. Le banc, bon, tu sais pas trop ce qui reste, mais bon, mettons que Larry Nance l'année prochaine soit opérationnel. Il y a quand même quelques petits. C'est intéressant, Larry Nance, après, tu vois, comme joueur à placer entre Zion et Valanciunas pour boucher les trous, pour faire un peu le col bleu comme il l'a fait avec Cleveland. Tu peux même faire un small ball. Hein. Tu peux même faire un super small ball. Hein. Tu retires Valanciunas, tu mets Nance et tu l'assignes à sa tâche défensive. Ça peut le faire parce que Nance, il se fait pas non plus enfoncer trop facilement. Donc ça peut être pas mal. On nous demande dans le chat si les Pels savaient pour Larry Nance opérer. Oui, sinon il n'y a pas de trade qui se fait. T'es obligé d'être transparent là-dessus. Ouais, exactement. Tu peux pas cacher. Les rapports médicaux, t'es contrôlé à la sortie de ton club, t'es contrôlé à l'entrée de ton nouveau club, enfin de ta nouvelle franchise. Donc, c'est notamment ce qui a fait que Caris Levert il a pu être opéré rapidement parce que sinon il se serait fait amputer d'une jambe. Tout à fait. Et oui, exactement. Et oui, Nickel Alexander est parti au Jazz entre-temps, effectivement. Voilà. Donc il y avait d'autres personnes, d'autres membres qui sont partis en même temps que lui. Ah, il y a Satoransky qui est parti au Spurs. Satoransky est parti aux Spurs, ouais, c'est ça. Donc finalement, Portland ne récupère que Josh Hart, un premier tour protégé et 2 seconds tours. Josh Hart, c'est quand même le joueur le plus, on va dire, le plus valuable dans l'histoire qui arrive des Pels, non? Ah, Josh Hart, c'est une très bonne pioche. C'est une bonne pioche. Profil un peu bizarre, arrière qui prend beaucoup de rebonds, qui défend très bien, mais c'est une bonne addition. C'est un bon joueur, vraiment pour le coup. À voir après ce que Portland voudra en faire, mais clairement c'est une bonne pioche. Bonsoir TV Shady et Greg Gouvin, bonsoir messieurs, installez-vous, on est en train de revenir ensemble sur les différents trades. En finale, chaque équipe a accueilli un nouveau joueur qui est digne de rentrer dans le 5. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Pas grand chose à dire de plus.
des petits échanges de piques à gauche à droite, mais en gros, on va dire que c'est toujours ça un peu le problème, c'est quand vous avez une trade avec un trade comme ça avec plusieurs joueurs, c'est que vous devez essayer de savoir pour qui on a tradé. C'était qui la cible? Parce qu'il y a toujours des mecs qui traînent, tu sais, c'est un peu comme quand tu tires un essuie d'un tambour de machine à laver, il y a toujours des chaussettes qui viennent avec ou quelque chose. C'est un peu le même principe. Donc là, il faut savoir qui est l'essuie. Très important ça. Prenez cette métaphore chez vous, c'est gratuit, on vous la ressortirait tout le la boulot. métaphore est sympa. La métaphore est folle. Qui est l'essuie? Ce sera le prochain objectif et le prochain sujet d'un article certainement sur QI Basket. On peut passer. Tu vois, avec ce genre de move, juste, je conclue là-dessus. Ouais. Les Pels, eux, ils vont jouer le play-in avec ce genre de move. Portland, encore une fois, ils s'offrent de la flexibilité. Et Josh Hart, après, il sera bon à Portland parce que dans son rôle, il est très bien de prendre des rebonds et de défendre fort. Donc après, à voir ce qu'ils en feront ou pas. Mais globalement, tu grattes des pics, tu t'allèges encore une fois ton salarié cap. Donc, il y a une belle opération, dire ça comme ça. Après, pour les Pelicans, quand même, on parle d'une équipe qui a 21 victoires, 22 victoires, 32 défaites, qui vient de donner des pics de draft pour récupérer CJ McCollum, tout CJ McCollum qu'il est. C'est quand même quelqu'un à qui ils vont devoir 70 millions sur les 2 prochaines années. Il donne Josh Hart qui est plus jeune que lui, certes moins fort, mais plus jeune. Moi, j'ai un peu de mal quand même à voir la solution, enfin la direction dans laquelle les Pelicans s'enfoncent là, puisqu'ils prennent des gros salaires. Après, s'ils pensent que Zion Williamson va revenir rapidement et qu'ils vont rapidement pouvoir aller contender pour des playoffs plus que pour le play-in, à ce moment-là, je comprends le move. Là, pour l'instant, j'ai surtout l'impression que c'est Portland qui avait envie de se débarrasser de CJ McCollum, ça on l'avait bien compris, et qu'ils ont trouvé dans les Pelicans un bon trade partner, quoi, mais je vois pas trop l'intérêt des Pelicans là tout de suite. Le GM jouait un petit peu sa tête aussi, hein. David Griffin, là il est arrivé en provenance des Cavs, après ça te fait virer des Cavs, pour monter une équipe compétitive là-bas. Il y a eu plusieurs tentatives qui n'ont jamais rien donné. Il a dû gérer la sortie d'Anthony Davis à l'époque avec les contreparties qui entre-temps sont repartis à gauche, à droite, à part Brandon Ingram et Josh Hart, pour le coup qui vient de se foutre le camp. Donc il te fallait un nom, je pense. Pour calmer un peu ta direction, il te fallait un nom qui va vouloir venir aux Pelicans avec un contrat qui dure un peu plus que 6 mois, histoire de dire que tu vas pas te barrer à l'intersaison. Voilà. Le gars a pris un petit peu, je pense qu'il a pu, et avec une cible qui était consentante, tu vois. Donc, pour moi, le move, il a du sens parce que tu défendras pas mieux avec CJ McCollum, hein, ça c'est sûr. Voilà. Mais par contre, ton attaque, on va dire, et ton côté un peu spectaculaire highlight qui vient d'en prendre quand même un petit coup parce que quand McCollum prend chaud, on se souvient, c'était dans la bulle notamment où il avait sorti des perfs de dingue. Donc voilà, s'il est capable de se trouver dans un Nuggets. Les Nuggets de Jeremy s'en souviennent aussi. Ils s'en souviennent très très bien. Un peu trop bien. Peut-être un peu trop bien. Mais voilà, je pense que c'est plutôt correct comme deal. Plutôt correct. Cam, suivant. Alors, c'est là où on va rire, c'est là où échauffez-vous, mettez votre ceinture. C'est parti. Qui les suit? Arrive dans l'Indiana, Tyrese Haliburton. Ah mon dieu. La tradable. Le lock. Buddy Hield et Tristan Thompson. Qui va les jouer pour un contender d'ailleurs. Arrive du coup à Sacramento Domantas Sabonis, Justin Holiday qui ne pourra pas jouer à domicile parce qu'il n'est pas vacciné, Jérémy Lamb et un second tour de draft 2027. Bah déjà on a vu que hier ça s'est plutôt bien passé, hein, le premier match des Kings avec Sabonis. Ouais, enfin tu bats les Wolves, ça compte pas, quoi, je suis désolé, t'en mets ça entre Wolves. Non, on se fâchera pas entre nous, Julien, si tu nous écoutes, c'est pour rigoler bien sûr. C'est de bonne guerre, mais c'est pas... Ouais. Non, en fait, sur papier, c'est vrai qu'en fait, ce qui fait hyper mal au cul aux gens de Sacramento, c'est que le gars est jeune, que le gars voulait venir, le gars se donnait, voulait faire quelque chose avec les Kings, et que c'est peut-être un des rares depuis quand même pas mal de temps. Je me demande si c'est d'un point de vue purement basket qu'ils ont des regrets, ou si c'est plus par rapport à ce que le mec représente, tu vois, ou aurait pu représenter pour le futur. C'est le genre de franchise player qui peut rester là des années, ça aurait pu être ça. Maintenant, Sabonis, c'est pas dégueulasse non plus, hein.
Ah non, après, en soi, il est talentueux, etc. Mais la grosse erreur de com que les Kings font, c'est que pendant des semaines, tu passes ton temps à dire que Fox, il est disponible, que tu veux du Ben Simmons, etc. Donc Fox, il a la tête au fond du seau, il est pas bon, il est pas agressif, il est stressé, etc. De l'autre côté, t'as quoi? T'as Liberton qui lui se dit, bah, si lui s'en va, moi je suis tranquille. On n'arrête pas de lui dire H24 qui bougera pas. Résultat, tu te retrouves avec un joueur qui est en larmes au fond du vestiaire à découvrir qu'il est tradé. Ouais. Et encore une fois, Harrison Barnes qui reste finalement, alors que tout le monde a annoncé qu'il allait barrer. Ouais. On en va toujours au même point, c'est que quelle crédibilité a cette équipe et son front office quand t'envoies des signaux de fumée pendant des mois et au final, le jour même, tu paniques pour récupérer Sabonis. C'est un bon joueur, Sabonis. Mais globalement, pour une fois que tu arrives à bien drafter, à récupérer un jeune qui a du potentiel, qui a envie de rester, qui coche beaucoup de cases, tu le bazardes pour ça. Ça me paraît cher payé, tu vois. Parce que là, tu fais bien. Il y a One Night qui nous dit dans le chat, après mettre 130 points, ça va pas arriver à tous les matchs. On est d'accord. Tout a fonctionné dans le match, mais la défense est faible et l'équipe reste trop moyenne. Bien sûr, évidemment. Maintenant, si tu arrives à installer quand même une énergie positive dans l'équipe, et Sabonis, pour le coup, c'est plutôt un mec qui est bosseur et qui va pas te faire des problèmes, il va pas aller se taper une Kardashian. Enfin, tu vois, t'as ajouté quand même un mec qui est 2 fois All-Star, pivot, un poste où t'étais pas non plus incroyable. Et qui est plutôt solide dans ses performances. C'est-à-dire que, ok, t'en mettras pas 130 points, par contre, Sabonis à 20 points et 7, 8, 10 rebonds, c'est quelque chose qui peut te faire plusieurs fois d'affilée. Donc, t'as quand même ajouté de la stabilité. Ça, faut pas déconner. Et puis, faudra voir la compatibilité avec Fox. Ça, c'est vrai. Après, en filigrane de ça, ils arrivent enfin à se débarrasser de Buddy Hield parce que faut pas oublier que Buddy Hield, il y a 6 mois, il devait partir à Los Angeles. Donc, mine de rien, ta saison, elle est foutue à ce moment-là parce que tu perds ton vestiaire et tu perds ton joueur, même s'il a été très bon sur ce qu'il fait. Mais à côté de ça, moi, j'ai du mal parce que c'est un move que tu fais pour jouer le play-in. On en revient toujours au même point que cette équipe, c'est que tant qu'ils ne voudront pas se reconstruire et se donner les bonnes bases, bah, ils vont terminer 10e, 11e. Et ça, c'est la victoire d'Adam Silver. Ça, c'est Adam Silver qui doit être dans son bureau très content de voir, les Pels dont on parlait avant, les Kings là maintenant, qui croient à ce play-in, qui se disent je vais sacrifier mon futur pour avoir une chance cette année d'aller au play-in et d'avoir des équipes compétitives. Ça, c'est le plan anti-tank et il fonctionne très bien. Sur le trade, voilà, Tyrese Haliburton, on verra ce qu'il est devenu, qu'il sera devenu dans 4-5 ans. Si ça se trouve, s'il était resté à Sacramento, bah, il aurait chopé un plafond de verre et puis il serait resté le joueur qu'il est à peu près actuellement. Il n'aurait jamais développé son tir et puis finalement, défensivement, il aurait été limité. Et à ce moment-là, le trade serait une très bonne idée. Par contre, s'il explose à Indiana, c'est vrai que là, ça va quand même être mauvais pour les Kings de voir partir une future star pour choper Sabonis à moyen terme. Même si j'aime beaucoup Domantas Sabonis, si je me laisse pousser la barbe, je suis un des sosies officiels. Mais c'est vrai que c'est un trade incompréhensible. C'est vrai que tu ressembles à Sabonis. Ah, il faut que je me laisse pousser un petit peu. Tu ressembles un peu à Jérém de Cubasket aussi, apparemment, vous êtes dans le chat. Je suis assez d'accord. J'ai pas voulu le souligner tantôt, mais puisque t'en parles. C'est russophobe. Et Buddy Hield au Pacers, c'est un truc qui peut. C'est quoi? C'est pour le futur? C'est pour du tout de suite? Il restera pas, je pense pas. Il a trop de valeur pour rester actuellement et c'est un peu comme Levert, sauf que Buddy Hield il est un chouïa plus vieux et il intéresse beaucoup de monde, donc c'est une très bonne monnaie d'échange à la fin de l'été, type pour un grand contender au hasard Los Angeles encore une fois, tu vois. Là il fera quelques mois où il va être bon. Déjà c'est tout bête, mais ça, je pense que ça va être la première fois qu'il va recevoir des bonnes passes et qu'il va être bien coaché. Parce que mine de rien, Rick Carlisle c'est quand même assez sympa, surtout là quand tu lui mets Haliburton dans les pattes. Je le vois pas rester longtemps à Indiana, mais je pense que par contre il a 3-4 mois pour faire exploser sa cote et vraiment pouvoir être dragué cet été et partir. Mais il vaut mieux partir comme ça qu'en ayant la tête au fond du seau à Sacramento. Ouais, je crois aussi. La situation n'était pas évidente début de saison. C'était vrai que c'était assez cata au niveau du shoot aussi. Il y a absolument rien qui rentrait. Mais bon, c'est vrai que c'est le genre de mec qui peut prendre un coup de chaud. Ça peut être sympa. En tout cas, la reconstruction des Pacers, en tout cas, prend une direction qui est pas mal. Allez, Twitch, rentre dans le 5. Merci à toi et bienvenue. Il prend place. Vas-y. Et puis les Pacers vont enfin. Domantas. Pardon.
Ah, il a bloqué. J'ai dit Domantas, il s'est bloqué instantanément. Voilà. Ah, il c'est revient. c'est le choix. C'est bon, vous m'entendez? Oui, ça y est, t'as eu un freeze complet. Pardon, c'est bon là. Je disais, ils ont enfin fait le choix entre Sabonis et Miles Turner. On attendait ce choix depuis 3-4 ans, puisque les deux peuvent pas jouer ensemble, on l'a vu. Et maintenant, ça y est, c'est Miles Turner qui est, je pense, la pièce qui est la plus facile à construire autour. Parce que Sabonis demande beaucoup de ballons au poste haut, il faut construire un système offensif autour de lui. Non, mais si c'était si facile, pourquoi ils l'ont pas fait avant? Si c'était facile, pourquoi ils ont pas réussi à le faire avant? Le projet Sabonis ou différents choix. Non, le projet Miles Turner, c'est un vrai truc. Parce que ça fait 4 ans qu'ils essaient de construire dessus. 4-5 ans. Ouais, mais avec Sabonis, c'était compliqué. Là, maintenant, ils vont remarquer que Miles Turner, c'est un pivot titulaire au poste 5, et puis c'est tout. Mais je veux dire, c'est une pièce plus facilement malléable. Tu peux mettre 4 joueurs autour de Miles Turner, ça fonctionnera de meilleure manière que tu mets 4 joueurs autour de Sabonis. Sabonis, il faut des joueurs spécifiques qui peuvent jouer autour de lui. Plus facile de construire autour de Miles Turner qu'autour de Sabonis. Ouais, Jérôme qui nous demande si on pense que Miles Turner ça va virer cet été. Grégou en dessous qui met que c'est la même question chaque année. Moi, je suis un peu d'accord avec ça. Moi, à la place de... C'est sans doute parce que les Kings ne voulaient pas... ils ont peut-être bien proposé Miles Turner dans un premier temps, mais les Kings ont fait tutu. Si tu veux à Liberton, tu lâches ton Sabonis, t'es gentil. Mais... je sais pas, le projet Miles Turner... Non, mais moi j'en peux plus d'attendre Miles Turner depuis 6 ans dans les conversations de trade, c'est bon, là on peut pas dire qu'ils se sont décidés et qu'ils gardent Miles Turner. Ouais. C'est un peu le Kevin Love de l'Indiana, finalement, quand tu regardes bien. Ouais, c'est un peu ça. Vite fait. Ok, on peut passer au trade suivant, Cam, si tu veux. Ah, bouge pas. Alors, est-ce que c'est intéressant d'en parler? Moi, je pense. Donc, du coup, Nickeil Alexander Walker part de Portland pour atterrir au Jazz, en même temps que Juan Hernan Gomez, qui arrive des Spurs et qui du coup part à Utah. Arrive chez les Blazers Joe Ingles blessé, Elijah Hughes, je suis désolé pour la prononciation. Elijah. Le Homer. Oui, attends, je vais mettre la casquette. C'est ça. Alors pour la petite histoire, on a un très 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 grand fan de Syracuse. Ouais, on dirait une casquette Dragon Ball maintenant. Complètement. C'est segment Elijah Hughes qui commence aujourd'hui. Et du coup, et enfin, arrive à San Antonio, donc du coup, Satoransky, comme on l'a dit, un second tour de draft via le Jazz. Pas grand-chose à manger. Non, mais on le verra plus tard dans d'autres moves que les Spurs ont fait. Finalement, ils ont presque rien lâché. Ils ont plutôt fait une bonne trade deadline. Pour une fois, ils ont été un petit peu actifs. Pour le plus grand plaisir de Val, hein, qu'on salue au passage. Ils ont pas lâché grand chose et ils ont récupéré des petites pièces intéressantes pour compléter leur effectif. Non? C'est pas mal. Comment dire, ils ont enfin fait le choix de se reconstruire après des années à maintenir un niveau plancher pour aller en playoff, ce qui est très très bien. Attention, hein, c'est une super qualité, c'est une très bonne culture de groupe. Mais voilà, là maintenant l'effectif il est prêt pour que tu tournes la page. T'as un bon cœur de jeune, t'as quand même Dijon Marie qui va être All-Star. Voilà, je n'en dis pas plus. T'as Josh Primo qui est tout jeune, etc. T'as plein de bons jeunes à potentiel et clairement, c'était le bon moment. Là, tu joues rien cette année, tu peux pas aller. T'es coincé entre le play-in et la loterie, tant qu'à faire. Mets-toi une dernière balle, va chercher d'autres jeunes ou d'autres prospects et rendez-vous à la draft, quoi. Oui, je reviens vite sur Moumoul Albatros qui réagit par rapport à ce qu'on disait pour Indiana. Hein. Excusez-moi, je repars en arrière, on revient en avant tout de suite. Buddy et Brogdon pour cet été, ça peut ramener quelqu'un. C'est pas tellement le problème de ramener quelqu'un. Bon, déjà, ramener quelqu'un en Indiana, c'est pas non plus le truc le plus simple à faire. Mais c'est de choisir un projet. Tout simplement, c'est ce qu'on disait, c'est ce que disait Domantas il y a 2 minutes sur le stream. François Damien, FD. C'est qu'il fallait faire un choix. Le choix, il est fait, mais maintenant, il faut y aller plein pot. Et ton Buddy et ton Malcolm Brogdon, si tu comptes pas t'en servir, il faut les échanger. Et il faut trouver des pièces qui sont intéressantes pour construire un effectif homogène et pas forcément te dire je veux une star à Indiana. Je crois que c'est pas tellement ça que tu dois chercher. Allen Twitch, on va parler des Sixers plus tard. On fait les trades dans l'ordre, hein, donc pas de
problème, on arrive. Ça arrive aussi, on y arrive. Et juste pour les Pacers encore, le proprio, c'est assez notoire. Simons, Le ouais. proprio ne veut pas perdre, ne veut pas tanker, puisque voilà, la NBA c'est aussi ça, c'est aussi de l'argent, et il sait que si à Indiana il commence à partir dans un long cycle de reconstruction, il va sûrement perdre de l'argent, perdre de la fanbase. Donc c'est vrai que c'est un des rares proprios qui est clair là-dessus. Il ne veut pas perdre parce qu'il ne veut pas perdre d'argent. Donc il ne veut pas être très mauvais. C'est pour ça qu'on a assisté à une reconstruction. Si tu regardes dans Il y avait déjà des places à 1$ dans la salle d'Indiana pour les derniers matchs. Hein. Donc, quand tu vois le salaire des joueurs, quand tu imagines, tu essaies d'imaginer le salaire pour toute une équipe pour faire tourner tout ça, quand tu as quand même 3-4 000 places à 1$ et que tu n'arrives même pas à remplir, hein, ça fait pas bon tanker. C'est pas permis pour tout le monde. Si tu regardes l'histoire récente d'Indiana, ils ont souvent fait comme ça tous les 4-5 ans quand leur groupe arrive en fin de vie. Hop, on trade une star, on en récupère un autre. Ils ont fait ça avec Paul George pour récupérer Sabonis, puis Oladipo. C'est cyclique. Donc partant de là, est-ce qu'ils auront un jour une fenêtre pour aller chercher plus haut? Sûrement, peut-être. Ça va dépendre des choix du FO et des jeunes qui vont récupérer. Mais voilà, il ne faut pas s'étonner que cette équipe-là, elle veut, typiquement, comme l'avait dit FD avant, le play-in, ça a été créé pour ces équipes-là qui sont moyennes nulles, mais qui par contre ont le niveau plancher pour pouvoir prétendre théoriquement à un niveau de play-off. Ouais. Bah, ces mecs-là, il faudra qu'ils soient malins à la draft, qu'ils aient de la chance à la draft, et qu'ils aient un bon GM, tout simplement. Hein. Bon, après, mais assez parlé de Cleveland, passons à une autre équipe. On a assez parlé des Cavaliers. Alors, bon, celle-ci, je pense qu'on va pas se trade assez rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose à manger. Ouais. Alors, part du 8, Casey Okpala qui arrive à Oklahoma. Voilà, ça c'est pour le second tour de draft. Voilà, c'est pour le côté administratif. Merci Casey, tu nous manqueras tous. Bisous de Floride. Voilà. Next. Le Thunder reçoit encore une fois un 7-footer qui est mobile. Ah, mais le Thunder a lâché un pic. Ils sont blessés. Sam Presti a lâché un pic. Ça c'est pas rien. Incroyable. Ça c'est pas rien. Second tour 2026. Il n'y a pas de trailer, c'est vraiment le plus fort. C'est ça. Je propose qu'on squeeze vraiment au gros trade. Là, par contre, il y a 4 équipes. Oula. Qui arrive? D'abord, une équipe par une équipe. D'abord, première équipe, dis-nous. Alors, chez les Bucks, du coup, tu as Serge Ibaka qui arrive. Ouais. 2 seconds tours des Pistons. Bon, ça vaut pas grand-chose. Ok. Chez les Clippers, tu as Rodney Hood qui arrive et Semi Ojeleye, le remplaçant de PJ Tucker. Chez les Clippers, hein, ça? C'est ça, exactement. Rappelez-vous déjà ce qu'on a dit tantôt sur les Clippers. Vous ajoutez Rodney Hood. Alors, c'est Rodney Hood qui sait plus sauter une brique, mais Ojeleye, en défense, ça peut être sympa. Hein. Ça fait de la viande, quoi. Ils en ont besoin de ce profil-là, justement, pour combler leur manque de défense intérieure. Alors, aux Pistons, c'est l'enfant prodige qui arrive, c'est Marvin Bagley 3. Ah, enfin. Quel draft encore? Il y avait qui avec lui à la draft? J'ai oublié. Lucas, des petits joueurs, hein, Luka Doncic, Trae Young, Jaren Jackson Jr., Mo Bamba. D'accord. Et arrive chez les Kings, du coup, Dante DiVincenzo. Comment ça s'écrit? Josh. Dante DiVincenzo qui a eu son nom massacré par tous les médias du monde. C'est ça. Pauvre Dante, déjà qu'il est pas à fond. Nous l'appellerons donc Dante. C'est pas mal, ça fait italien. C'est vrai, c'est pas mal déjà. Donc voilà, trade à 4 équipes avec 6 joueurs un peu concernés. DiVincenzo, il arrive à quelle équipe encore? Il part où? Chez les Kings. Chez les Kings. Pas mal les comme Kings ajout, qui ça récupèrent aussi, enfin DiVincenzo après le trade raté de Bogdanovic quand même. Ah oui. Exactement. Voilà. Quelle affaire. Mon Dieu. D'ailleurs, on pourra parler de tampering un peu plus tard quand on évoquera un certain trade, un blockbuster trade. Là, s'il n'y a pas du tampering qui se prend, je comprends pas. Hein. Parce que là, les appels du pied... Le tampering, c'est que pour les petites équipes, c'est tout. Ouais. Si t'es contender, ça n'existe pas. Ah, c'est vrai, c'est juste. Ou alors quand t'es Magic Johnson sur un plateau de télévision. Ouais. Bon. Côté Bucks, tu récupères Ibaka. Je sais pas quoi en penser parce qu'il est quand même beaucoup blessé depuis 2 ans. Ouais. Physiquement, il a du mal. Il a du mal en fait depuis qu'il est parti de Toronto. Mais non, après, saison dernière, c'était pas dégueu. Saison dernière, je crois que c'était pas blessé. Mais beaucoup blessé. Mais après, à côté de ça, ils ont besoin de viande. Ils ont Brook Lopez qui est sur le carreau. Donc non, il sera bon dans ce qu'il va faire.
Il jouera pas 35 minutes, mais je pense que sur 15-18 minutes, il peut t'apporter. Et c'est ce que je veux dire, l'expérience et du nasty, comme on dit. La Ouais, et puis nastiness. c'est aussi une assurance. Brook Lopez qui en ce moment a une situation, il est blessé, il revient, il reviendra pas. Serge Ibaka, c'est une assurance là-dessus. Il va jouer sur le drop, sur le pick and roll que Milwaukee aime beaucoup. Ça, il peut le faire, même s'il a perdu de la mobilité, il va pouvoir le faire. Il a l'expérience. C'est le genre de vétéran qu'il faut dans des équipes qui veulent aller au bout. Et donc à ce moment-là, je pense que c'est un très bon move pour les Bucks. Ouais. Moi, le projet Ibaka, c'est peut-être parce que j'ai vu trop de fois LeBron lui casser la gueule quand il était à Toronto. Et maintenant, il défend plus sur les 4. Il a arrêté. Non, il il a reste sur arrêté. les 5 et puis, Le problème, c'est qu'il essaie toujours de shooter comme un 4 et bon. Voilà. Ouais, ça après, son shoot, il a disparu il y a quelques années déjà, tu vois. Autant Brook Lopez a ce côté armoire à glace que tu peux mettre au milieu de ta défense et ça emmerde les lignes de drive. Autant Ibaka, je sais pas. Je suis moyen sur le. Je me dis que je comprends que les Bucks cherchent absolument à mettre du muscle et de la taille près de l'anneau. Est-ce que ta cible principale c'était Ibaka du coup? Je sais pas trop. Ça. Bah, si t'en es à essayer Boogie Cousins en 2022, je pense que quand même Serge Ibaka c'est quand même une bonne upgrade. C'est vrai qu'il y a eu ça. C'est vrai qu'il y a eu ça. Voilà. Effectivement. Tu marques un point. Il y a quelqu'un qui nous dit qui est entièrement d'accord avec l'analyse très fine de FD. Voilà, petite fleur qui part. C'est cadeau. Première fois pour la personne dans le chat, donc merci pour ton premier commentaire qui était plein d'amour pour FD. Il est tout rouge. Comme Domantas quand il fait 2 allers-retours sur le terrain. C'est beau, hein, mais ça c'est quand on fait des efforts. Hein. Quelque chose d'autre à rajouter sur ce trade qui implique beaucoup de gens. Bon coup pour les Kings, hein, qui finalement, encore une fois, hein, il faut passer le choc émotionnel et encore une fois, je le comprends grave, hein, mais tu t'as récupéré donc un petit Domantas, tu récupères un DiVincenzo, dégueulasse. Hein. DiVincenzo c'est propre, tu peux le mettre titulaire à côté de Fox du coup. Non, c'est pas mal. C'est un joueur qui est très polyvalent, qui va apporter beaucoup de choses, qui a une belle expérience en NCAA et en même en NBA tout court. Pour le reste, après, ils ont surtout réussi enfin à bazarder Marvin Bagley parce que c'est pas comment tu veux tenir un vestiaire avec un joueur dont tu ne veux pas. Encore une fois, c'est compliqué. Trey Lyles et Josh Jackson, je vais pas trop en parler parce que Josh Jackson, j'en garde un mauvais souvenir à Memphis. Et c'est de la viande, quoi. C'est du salary match, je pense pas qu'ils vont être développés, etc. Mais bon, tu rajoutes ton effectif. Ouais, effectivement, la cible principale, je pense que c'était plus Tadeusz Young du côté des Bucks, mais ça n'a pas fonctionné. On peut passer au trade suivant. Moi j'ai envie d'y croire, Marvin Bagley. J'ai envie d'y croire, s'il te plaît, Marvin. J'espère que Kate Cunningham va réussir à faire Marvin Bagley un jour. Par contre, pour le coup, c'est un duo qui peut être assez sympa, carrément. Ouais, enfin, sympa. Est-ce que tu faisais partie des mecs qui croyaient à Jahlil Okafor aussi ou pas du tout? C'est à moi, bien sûr. C'est juste pour savoir. Non, je croyais pas à Jahlil Okafor. Ok. Non. Par contre, c'est pour savoir si Marvin Bagley va avoir une carrière ou pas. Tu continues à courir à qui? Marvin Bagley, ok, d'accord. Donc c'est noté. Ouais, Marvin Bagley. Ouais, un petit peu. Très bien. Ok, calme, on peut passer au suivant, vas-y. Alors, arrive au Raptors Tadeusz Young et Drew Eubanks qui a été cuté depuis un second tour de draft. Arrive aux Spurs Goran Dragic qui a été cuté, qui pour l'instant n'a pas d'équipe. C'est sûr ça? Ils sont en cours, visiblement. Ils doivent pas attendre genre 24 heures ou 48 heures pour le couper officiellement? Oui. Et, il sera pas wave immédiatement, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de la semaine, il est plus aux Spurs. Ok. C'est pas mal parce que les Raptors, ils savaient pas quoi en faire de Dragic depuis qu'il est arrivé, depuis le trade de Kyle Lowry. C'est vrai. Il récupère à côté de ça un Tadeusz Young, c'est très valuable. Il couvre 3 postes, hein, c'est un 3-4-5, très bon défenseur, gros vétéran, belle expérience. Il a encore pas mal d'énergie et de force sous les pieds. C'est pas parce qu'il jouait pas aux Spurs cette année dans le contexte d'une effectif qui se reconstruit qu'il est pas bon, loin de là. Et encore une fois, dans un effectif qui est jeune. Je ris parce que ça fait 53 minutes que le live a commencé, on vient de dire le mot Spurs, il y a Val qui arrive qui fait « Yo l'équipe !» Comme par hasard. Comme par hasard. J'allais dire. Donc, nous sachons. T'as dit c'est vraiment. Ouais, nous sachons, putain. On a 3 pics, on joue c'est pas mal
ouais, le titre de quoi de la G-League pour encadrer Scotty Barnes, etc. C'est pas mal. FD, ton avis là-dessus? C'est bien pour les Raptors. Thaddeus Young, c'est sympa. Grosse Mais fête, vraiment, grosse fête chez FD. C'est le genre de. Thaddeus Young, c'est sympa. C'est le genre de trade qui m'inspire pas trop. Goran Dragic, il va être buyout, effectivement. Est-ce qu'il va retourner après? Ça va être ça. Est-ce qu'il va retourner au Heat? Est-ce qu'il va aller jouer avec son compatriote, son copain et compatriote Dallas? Doncic? On reparlera de Dallas pour parler d'autres. Bon, ils ont pas besoin. Ils ont un nouveau meneur. Ils ont un super meneur maintenant. Ils ont récupéré un meneur tout à l'heure. Oui. On en reparle plus tard. Ils ont récupéré un autre laiton aussi, tout en se débarrassant d'un laiton, c'est super. Échange de laiton. Vladimir Poutine. Oula, pas de polémique. Hein. Ouais. Non, Thaddeus Young, c'est bien c'est quelqu'un qu'on a envie de voir sur le terrain NBA, donc qui part des Spurs et qui trouve un rôle aux Raptors, ça va être sympa. Et puis défensivement, il s'ajoute à cette masse de défenseurs qui sont très longs, qui sont un peu des freaks, qui peuvent switcher sur 2-3 postes. Donc ça, c'est Thaddeus Young, moi j'aime bien aux Raptors. Ouais, d'ailleurs, mais sur sa première pige aux Raptors. Le basket, c'est super bien, c'est super bien de défendre, mais il faut savoir attaquer aussi. C'est pas, il y avait pas un petit move à faire dans le niveau attaque aussi pour les Raptors? Parce que effectivement, hein, à défendre, moi chaque fois que je joue les Raptors, je me mets en congé maladie. Hein. Je trébuche à l'entraînement, je me fais mal, je sais pas, un truc du genre. Tu vois? Je pense pas que Fred VanVleet peut te mettre 35 points par match pendant les playoffs. Tu crois pas? Moi non plus. Bah, de toute façon, même s'il les met, ça suffit toujours pas, tu vois, à moins que l'autre équipe ne marque 30 points, mais bon, c'est un peu chaud, quoi. Après, cette équipe-là, elle est vraiment basée sur une grosse défense, donc encore une fois, ça a du sens de ramener Thaddeus Young. Et là, ils sont pas bien partis pour être 7e, 8e, donc je pense que s'ils arrivent en playoff, ce sera déjà une victoire, même si après ça risque de mal se passer. Ah, ça dépend contre qui ils jouent, hein. Exactement. En tout cas, je ne voudrais pas tomber contre Toronto au premier tour. Complètement. Voilà. On va squeezer le trade entre les Celtics et le Magic parce qu'il n'y a rien d'intéressant à manger. Les deux joueurs ne jouent pas, sont blessés et les tours de draft, bof. Okay. Et comme ça, on peut direct attaquer le gros steak avec Harden. Juste pour l'histoire, dis juste les noms, comme ça on passe. Les Dozier, chouchou du patron QI Basket, donc je fais attention à ce que je dis. Et Bol Bol, autre chouchou, grande légende de Denver. On se rappelle tous de ce 5 avec Bol Bol dans la bulle. Le Big Five. Summer League Bol Bol. Le Big Five comme les safaris en Afrique. Incroyable. Aïe. Donc du coup, là, on arrive sur le plus gros trade de la soirée. Allez, c'est parti. Arrive à Philadelphie. James Harden, Paul Millsap, partent au Brooklyn Nets, Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond et 2 premiers tours de draft. Ah, ils ont mis Millsap dans le truc finalement. Ouais. Il y a vraiment plus de respect pour ce garçon. C'est fou. Pour ce qu'il en reste, ouais. Est-ce que c'est une surprise? Non, parce que Harden a tout fait pour que ça se passe mal depuis quelques semaines et qu'il soit tradé. Comme il a fait à Houston, comme il leur fera peut-être à Brooklyn dans 2 ans. Mais globalement, voilà, le trade est arrivé. C'est un trade qui a arrangé les deux équipes parce que Philadelphie, l'équipe était bonne, mais quand ton second meilleur joueur, je pense qu'on peut le dire, ne joue pas parce qu'il n'a pas envie et que Real lui donne envie autour, t'es compliqué, t'es coincé. Et tu peux pas compter sur un Joel Embiid candidat MVP toute l'année pour aller loin en playoff. Donc là, clairement, ça arrange tout le monde. Côté Brooklyn, tu récupères un fort défenseur, un très bon shooter et un bon pivot et joueur dont tu as cruellement besoin. Côté Sixers, je suis plus mitigé parce que je pense qu'il y avait plus de choses à gratter. Typiquement un Matisse Thybulle ou un joueur de ce profil-là. Mais tu te retrouves avec un one-two punch Harden Embiid. Défendre, c'est chiant. C'est chiant. 2 sales caractères, mais beaucoup de talent. Est-ce que ça suffira pour revenir au plus haut niveau? Je sais pas. Mais ouais, on attendait du mouvement et mouvement, il y a eu. Moi, je comprends pas Philly là-dessus. Ce move-là, je comprends pas. Parce que des concurrents vraiment sérieux à l'Est, t'en as pas non plus 1 milliard. D'accord? T'as donné le joueur parfait en termes de fit à l'équipe qui peut te priver d'être champion pendant toute ta vie si tu veux.
C'est vrai. T'as donné Ben Simmons pour mettre à côté de Kyrie Irving avec Kevin Durant derrière. Et en plus, comme il manquait un peu de taille, t'as été mettre Drummond par au-dessus du marché. Et au cas où tu te dirais que tu peux te refaire la cerise contre la seconde unit, tu leur as donné quand même un bon joueur de banc avec cette Curry. Comment est-ce que Daryl Morey peut se dire « Je suis vraiment content d'avoir récupéré James Harden à ce prix-là » FD, ton avis sur le trade? Je pense qu'on avait quand même deux GM qui étaient les mains liées. D'un côté, on avait Philadelphie, Daryl Morey qui avait envie de se débarrasser de Ben Simmons depuis très longtemps. Et maintenant qu'il a su qu'il avait possibilité de retrouver James Harden, qui était quand même son jouet pro analytics favori aux Rockets, à mon avis, il était prêt à tout pour récupérer James Harden. Ça fait longtemps qu'on en entend parler, ça fait longtemps qu'on sait qu'il veut récupérer James Harden. Donc là, il a eu une fenêtre de possibilités avec James Harden qui voulait enfin quitter les Nets. Donc je pense qu'il a tout mis. Certes, il a perdu André Drummond, certes, il a perdu Seth Curry, mais je pense pas que ça importe vraiment à Daryl Morey s'il peut récupérer James Harden de l'autre côté de la balance. Au contraire, moi, si je regarde le trade, je suis presque surpris que Philadelphie n'ait pas eu à mettre un de ces jeunes prometteurs dans la balance. Il garde Tyrese Maxey, il garde Matisse Thybulle, et il récupère quand même le meilleur joueur de ce trade, James Harden. Donc pour moi, c'est les gagnants de ce trade, surtout qu'ils se débarrassent du poids mort que représentait Ben Simmons. Donc, ouais, mais attends. Poids mort d'un point de vue ambiance dans l'équipe, pas d'un point de vue basket. Faut savoir faire la différence entre les deux. Le mec est pas un mauvais joueur. Le mec est pas un mauvais joueur de basket. Et si tu le mets à côté d'un Kyrie Irving, tu vas comprendre ta douleur. Parce que Kyrie qui est pas foutu de défendre une chaise. Par contre, Ben Simmons, c'est un autre délire. Hein. Mais bien sûr, mais est-ce que Ben Simmons allait devenir autre chose qu'un poids mort à Philadelphie? Pour moi, c'était fini. Il pouvait plus mettre. Ah oui, non, bien sûr. Un pied sur le terrain avec le maillot des Sixers. Tu vas pas me dire qu'il y avait pas mieux que ça à foutre quand même. Tu récupères James Harden. Non, mais alors tu le donnes, tu négocies avec une équipe à l'Est qui est un peu moins forte, qui te fait un peu moins peur. Là, t'as donné le truc parfait à ton pire concurrent. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord, mais je pense que la relation passionnelle entre Daryl Morey et James Harden est au-dessus de tout. Mais c'est con ça. C'est pour. Allez, ça doit rester ton but là-dedans. Tu peux aimer un joueur, tout ce que tu veux, mais si tu mets de l'émotionnel là-dedans, bah forcément. Parce que Harden, il a opt-in pour son année prochaine, donc 47,1 millions. Hein ouais. Et donc derrière, après, ça va le prolonger à je sais pas combien. Hein. Après, il faut pas oublier que tu vois, ton équipe, elle reste sur 8 défaites de suite, que t'as aucune cohésion parce que encore une fois, t'as une star qui joue pas à la maison, t'en as une qui veut pas jouer tout court. Et t'en as une qui est blessée, forcément que t'as 9 défaites d'affilée, c'est normal. Bien sûr. Mais le problème qu'il y a, c'est que Harden, il savait très bien dès le début que Philadelphie le voulait, c'est pour ça qu'il a pu tendre le coup à l'organisation. Encore une fois, si tu respectes pas l'équipe et le staff, et que tu sais que t'as les cartes à ton main, bah c'est ce qui se passe. Il a atterri là où il voulait, avec le joueur et le staff qu'il voulait, et Brooklyn n'avait pas le choix. Et je pense qu'après, ils ont... Comment dire? Moi, je trouve qu'ils s'en sortent très bien. Philadelphie, je pense pas qu'ils en voulaient plus parce que ça reste fort. Et tu gardes quand même une bonne cohésion d'équipe. Enfin, ils ont quand même un sac majeur. Tu as Tyrese Maxey, James Harden, forcément. En 3, je sais pas qui vont mettre. Peut-être Thybulle, je pense pas. 4, tu gardes celui qui n'est pas Jimmy Butler, mais qui reste correct. Et Joel Embiid. Tu as quand même de quoi faire. Alors, Tobias Harris, pour la traduction. On dit, faut voir ce qu'on leur proposait d'autre aux Sixers. Ça parlait de package moyen avec Brogdon, et là tu récupères une superstar qui les renforce sur un poste où ils en avaient besoin. Ouais, mais t'as quand même donné les clés du camion de la conférence Est à Brooklyn. Moi je suis désolé, Brooklyn ils se sont gavés. Pour moi il n'y a pas de win-win là-dedans. Hein. Il n'y a pas de win-win. Hein. Brooklyn est devant tous les jours. Parce que Harden... c'est quand même plus le Harden de Houston. Ça, je pense qu'on peut quand même être d'accord. C'est quand même plus la même chose. Il y a quand même d'autres forces en présence, en plus à l'Est, déjà pour la saison régulière. Et puis, je sais pas, tu vois. Moi, je comprends pas comment tu peux avoir dit, OK, Ben Simmons à Brooklyn. C'était le pire truc à faire. Enfin, je veux dire, c'est... Et en plus, le mec va avoir un esprit de revanche, une dalle pas croyable pour pouvoir montrer à tout le monde à fermer des bouches. Alors, même si c'est toujours pas chaud à 3 points, il va falloir le passer en défense. Puis qui est dit,
puis quelqu'un d'autre derrière. Enfin, je sais pas, il y avait la possibilité aussi que Harden il termine son contrat à Brooklyn, il dégage, et derrière, bah, t'as du cap, ou t'as quelque chose, ou t'essaies de faire quelque chose, tu vois, mais tu renforcer un contender de ta propre conférence de cette manière-là. Ah, l'avenir nous le dira, hein. Peut-être que ça se trouve, voilà, ça va se jouer en PO et Philly va mettre 4-0 à Brooklyn et je ferai un live d'excuses. C'est faux, je le ferai jamais, je m'excuserai jamais. Ouais. Mais si, après, pendant les 3 prochaines années, les Nets tapent les Sixers, le James Harden, il va dire en fait, Daryl, moi j'aimais bien la conférence Ouest, je préférerais y retourner, tu peux m'échanger s'il te plaît, voilà. Après, ils ont fait 16 matchs. Les 3 ont fait 16 matchs. Hein. 16 matchs depuis qu'ils sont arrivés tous ensemble à Brooklyn. 16. Tu prends le cas de Ben Simmons. C'est aussi Daryl Morey qui a joué au con tout l'été, et même jusqu'à il y a encore quelques jours, à dire qu'il voulait 3 pics de draft, qu'il voulait 3 ou 4 jeunes, etc. Forcément, en fait, il s'est créé des problèmes parce qu'au plus le temps passait, au plus Ben Simmons et Harden avaient l'avantage du terrain. En fait. Et c'est ce qui est passé qu'à la fin, tu te retrouves à brader un potentiel deep boy et un all-star, faut pas l'oublier, pour pas grand-chose. Mais bon, voilà, encore une fois, je pense que s'il l'avait tradé il y a quelques mois, tu aurais eu bien meilleure chose que ce qu'on en a maintenant, mais tu sauves les meubles. Et après, bon, j'ai quand même envie de voir Harden avec Embiid parce que c'est quand même un duo qui est assez costaud offensivement. J'attends de voir. Mais c'est sûr, c'est que Harden, là, il rentre dans une phase de sa carrière où il a plus le droit à l'erreur. Clairement, son image, elle est cramée. Là. Embiid, c'est pas un Capella de Houston, tu vois. C'est pas un joueur qui va... Enfin, j'imagine mal Embiid faire des alley-oops en boucle toute une soirée. Ou alors c'est moi qui le vois mal. C'est un vrai... Je veux dire, pour moi, c'est un vrai pivot qui sait jouer au basket, tu vois. C'est pas un kangourou à qui tu lances des balles en l'air. Mais tu peux imaginer d'autres pick and roll qu'avec des alley-oops à la fin. Embiid, c'est déjà un bon joueur de pick and roll dans la situation où il est, parce qu'il est capable de prendre sa position après un pick and roll, il est capable de jouer sur le short roll, ça il va garder ça. Harden qui va prendre un pick and roll, forcément, il va avoir une telle gravité que Embiid va pouvoir opérer dans le short roll. Il va pouvoir trouver Tobias Harris dans le corner, il va plus pouvoir trouver Steph Curry dans le corner maintenant qu'il est parti. Mais quand même, ce one-two punch... Tobias Harris dans le corner et Matisse Thybulle sur une coupe et Tyrese Maxey. C'est vrai qu'ils vont peut-être un petit peu manquer de pièces complémentaires, mais ce duo, il va falloir regarder comment Doc Rivers va réussir à trouver une synergie avec Embiid et Harden. C'est vrai que c'est pas le genre de pivot qu'Harden a eu l'habitude d'avoir. Même Nick Claxton récemment, Capella, mais quand même, je pense qu'ils vont pouvoir avoir un jeu avec les deux là qui pourra être très intéressant, même si peut-être un petit peu moins symbiotique que ça l'était avec Capella, ça je suis d'accord avec toi. On nous parle des pick and roll avec Paul Reed. Allô? Ah, attention. Il y a FD qui a recoupé. Vas-y, on t'écoute. Non, je suis là, non, je veux juste dire B-Ball Paul. Paul Reed, oui, bon. Ouais. Je sais pas si ça pèsera fort lourd. En fait, c'est toujours la même chose. Hein. Soit on le voit via le prisme de la saison régulière, soit on pense déjà en mode playoff. Je pense que ce sera court. On parlait c'est Basket Catéchisme qui est là, d'ailleurs, bonsoir. À eux. Bonsoir. Les packages qui ont été évoqués, Brogdon et John Collins, etc., bien sûr que t'écoutes même pas. Enfin, tu décroches ton téléphone parce que t'es poli, t'as pas envie de te fâcher avec des GM, mais quand on te propose John Collins pour Ben Simmons, tu fais écoute, je peux pas, j'ai poney piscine, je dois y aller, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas des packages sérieux, tu vois. C'est bien sûr qu'il fallait quelque chose de quand même assez costaud en face pour faire lâcher Ben Simmons, je pense. Mais là, moi, c'est plus sa destination qui me pose problème si j'étais fan des Sixers que de fait d'avoir récupéré James Harden en particulier, tu vois. Je sais pas. Faudra voir. En fait, je trouve il y a eu pour l'instant en fait Brooklyn, tu sais pas te faire une idée sur l'équipe. C'est pas possible. KD était tout seul, il était stratosphérique. Kyrie s'est retrouvé avec James Harden, les deux là ensemble, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, c'est pas possible. Ils ont pris des volets divers et variés, notamment contre les Cavs. Et de toute façon, il te faut un fort défenseur à côté d'un de ces deux-là en défense, c'est pas possible autrement. Donc du coup, c'était pas possible, mais
Mais Kyrie reste un bon joueur, il a montré des super séquences de jeu aussi. Donc t'as pas eu une seule fois une vraie période de rodage avec les 3. Et là, monsieur a trop de charges comme à Houston et du coup, il s'en va. Bon, pour ton legacy, c'est quand même déjà un peu moche. Et puis je trouve que voilà, on verra Brooklyn juste avec rien que Kyrie et Kevin Durant. Pour moi, c'est 10 fois plus dangereux que Kyrie et James Harden, clairement. Et alors si tu rajoutes un Ben Simmons qui défend derrière et un Seth Curry qui sort du banc et un André Drummond qui peut quand même aller capter pas mal de rebonds parce que quand même pas oublier que autant il défend rien du tout et il se prend pour Karim Abdul-Jabbar en attaque, ça marche pas. Mais il faisait un début de saison très correct, d'accord. Et au rebond, ça reste une machine. C'est un mec qui peut aller chercher 15-20 rebonds s'il est un peu énervé, quoi. Ah, voilà. À voir dans les prochaines semaines, mais je suis pas persuadé de l'intelligence du move des Sixers. Même s'il y avait pression, même si ceci, même si cela, t'as quand même paumé la moitié de ta saison sans le faire. On n'a pas assez de recul de toute façon ici pour le dire, mais ça me paraît un peu chaud. La bonne opération, c'est quand même qu'on va pouvoir enfin arrêter le drama. Est-ce que Simmons jouera, est-ce que Harden jouera? On va pouvoir se concentrer sur le terrain maintenant qu'ils sont tous les deux partis. On va pouvoir quand même penser au fait que Simmons à côté, enfin au net, c'est un fit parfait. Il va se retrouver avec 4 tireurs. Il va pouvoir jouer en poseur d'écran comme Bruce Brown l'avait fait l'année dernière. Il va pouvoir faire des lectures sur les short rolls. Ça va être un fit qui va être super intéressant à voir. Et pour le coup, ça peut être une équipe très très fun à regarder jouer. Ouais, je suis bien d'accord avec toi aussi. Carrément, on peut enchaîner sur la suite. Alors, Aaron Holiday qui arrive aux Suns, pas grand chose à dire. Ils sont pas trompés de Holiday? Non, celui-ci est vacciné, il peut jouer. Ah, ça va. Non, pas grand chose à dire. C'est eux qui s'étaient gourés dans un trade, non? C'est pas les Suns qui s'étaient ouais, plantés C'était Dylan Brooks et Marshall Brooks. Oui, c'était un truc comme ça. Ils ont confondu Dylan Brooks et Marshall, c'est ça, exactement. Pourtant, quand tu regardes les photos, c'est pas les mêmes. Hein. Non. Bah, t'en as un qui ressemble à rien et t'en as un qui n'est pas bon au basket. Manque de bol, ils ont pris celui qui était pas bon. Donc, ouais, non, pas grand chose à dire. Aaron Holiday, jeune à potentiel, mais qui pouvait pas s'exprimer à Indiana parce que rotation sur les droits de boucher. Il pourra pas plus s'exprimer aux Suns parce qu'il y a encore plus de talent devant lui. Je sais pas, à voir. Je pense surtout que ça permet à Indiana de libérer un jeune qui n'arrive pas à développer, mais qui a un bon état d'esprit. C'était sympa d'avoir les deux frères. C'est ça. Ok. Par contre, du coup, on arrive en direct sur le... Parce que c'est un trade sexy, moi j'aime pas. Alors, qui arrive aux Hornets, Montrezl Harrell. Qui arrive au Wizards, Ish Smith qui découvre sa 25e équipe en 3 ans, et Vernon Carey Jr. Ça sent le panic move des Hornets, hein, quand même, non? Ouais, là globalement, on en parlait en off avant de lancer live. Ils ont dragué pour avoir Jakob Poeltl. Je pense que le prix demandé était trop haut, et là globalement ils ont pris le premier attaque qui était dispo, et je pense pas que ça résout leur solution de monter de taille et de rebond. Mais bon. Bah, ils ont quand même tablé leur stratégie en se disant on va proposer PJ Washington, quoi. Oh, après, PJ Washington, c'est un très bon joueur. Oui, mais ça va pas déchaîner les passions pour te faire un trade. En tout cas, pas pour ce qu'ils cherchaient, parce que les Hornets, tout le monde sait bien qu'ils cherchent des grands, et du coup, tu peux leur vendre à prix d'or. Quoi, hein. Sûr. Donc moi, je trouve que ça sent quand même un peu le panic move. Les Hornets, hein, on rappelle, toujours des gros problèmes à défendre. C'est pas Montrezl Harrell qui va apporter une solution à ces problèmes, malheureusement. Ça peut être un bon energizer dans une équipe de jeunes, ça peut peut-être leur faire du bien. Ça, c'est vrai. Ça peut leur donner une vraie patate en attaque aussi. Ça, c'est vrai aussi. Mais derrière, il va falloir apprendre à verrouiller. Hein. Bah, après, on en a toujours au moins. On en vient même pas avec le fit Montrezl Harrell avec les commentateurs de Charlotte qui crient tout le temps, ça va être monstrueux. Oui, ça va être quelque chose. Oh my goodness. Ouais, ça va être monstrueux. Après, moi, le gros problème que j'ai avec Montrezl Harrell, c'est que tu peux pas l'aligner en playoff. Tu peux pas. Il est négatif en défense, il peut pas switcher, il peut pas tenir les mecs de son poste. Donc là, pour une saison régulière, c'est bien parce qu'il va te gratter ses 12-14 points parce qu'il va avoir du pick and roll et il a des passions autour de lui. Mais en playoff, tu pourras pas. À moins de jouer une équipe qui est très faible à l'intérieur, ça n'existe pas à l'Est. Même si tu joues Boston, et encore je vois pas comment, pourquoi. Je vois pas l'intérêt.
Moi, je vois pas l'intérêt de ce trade. Vraiment, côté Wizards, c'est Je sais juste pour bloquer pas. parce que. Je pense qu'ils étaient juste contents de faire quelque chose. Je voyais que Ouais. le Hornets FR sur Twitter était comme un ouf à écrire en majuscule. J'ai pas osé lui dire. Comme son commentateur. J'ai pas osé lui dire, mais voilà. J'ai pas bien compris le côté on est chaud, on a Montrezarel qui arrive. Enfin, À voir. après, les Alors, Wizards maintenant, étaient du- occupés à un autre trade dont on parlera plus tard, donc ils étaient peut-être. Ils ont peut-être pas réfléchi, ils ont peut-être agi un peu vite, ça on le saura assez vite. On peut passer au trade suivant, je pense que Justement, en Montrezarel- fait, tu amènes très bien le sujet. Donc, tu vois, ils se sont dit, on a plus de pivot, on a plus d'intérieur, il nous faut un mec qui prend du rebond, qui défend bien. Donc, du coup, ils sont allés chercher Kristaps Porzingis. Eh oui, bien sûr, évidemment. Tout de suite, on pense rebond, on pense défense, on pense Kristaps. Normal. Exactement, tu vois. Une grande brindille de 50 kilos. Et à côté de ça, ils ont vendu le terrible investisseur qui est Spencer Dinwiddie et le redoutable sniper qui n'est plus, qui est Davis Bertans. Donc, Combien moi, l'année, un trade ça que je comprends pas. C'est pas 35 millions les deux l'année? Euh, Attends, Davis Bertans contract. Il me semble que c'est une histoire comme ça. FD, Ah, la quand vache. quand Ouais, t'as 16 millions il coûte Bertans. 16, hein. Et Dinwiddie 18, donc ouais, ça fait 34 millions à deux Ouais, par an. compliqué, hein. On va recommencer. Porzingis Donc, ouais, au Wizards. si jamais ces prochains jours, vous vous dites, vous achetez un truc un peu vite et vous dites, ah là, j'aurais pas dû l'acheter, ça c'était un peu con. Rappelez-vous que vous n'avez pas acheté Dinwiddie et Bertans. Que ferait Marc Cuban? Soulagez votre conscience. Dites-vous que vous n'êtes pas Marc Cuban. Voilà, ça va aller mieux. Comment dire? Pour les Wizards, j'arrive pas à comprendre l'intérêt du move parce que c'est un bon jeu, c'est un bon joueur, oui, dans les faits, oui, clairement il l'est. Mais est-ce que tu progresses avec lui? Non. Est-ce que tu vas aller en playoff avec lui? Encore moins. Elle va où cette équipe, encore une fois? Ok, t'as pas Levy qui est blessé. Est-ce que tu vas compter sur Rui Hachimura, Kyle Kuzma et Corey Kispert que Elie j'adore, Avdija. mais bon, ouais, Avdija. Non, c'est un long shot. Clairement, pour le coup, c'est un long shot. Ça leur permet de se débarrasser de deux gros contrats, dont Dinwiddie qui n'est pas au niveau attendu. C'est après en sortie de blessure, etc. Mhm. Et je vous laisse la partie max parce que je vais être méchant contre Vincent de QI Basket et je l'aime énormément. Donc je vous réserve ce droit. Bah, je suis en train de regarder le salaire de Kristaps Porzingis aussi, parce que c'est vrai qu'on rigole avec Marc Cuban, mais donc Porzingis c'est 31 cette année, 33 l'année prochaine, 36 en 2023-2024. Quand même, il y avait quand même ça à bouger, c'est pas mal. Maintenant, oui, pour Washington, tu t'endors effectivement, comme Basket Catéchisme le dit, tu t'endors avec Bertans, tu travailles avec Porzingis, t'es content. Oui. Après, est-ce que tu n'étais pas en train d'essayer de rassurer un petit peu ton Bradley Beal en disant on va te faire opérer 250 millions, t'inquiète, tout est prêt pour l'été, on va te trouver des joueurs. Le mec se réveille de son opération, il y a Kristaps Porzingis qui lui dit Vibushta. Je sais pas si c'est du laiton, hein, j'invente. Je sais pas l'effet que ça te fait. Peut-être que tu as envie qu'on te repique tout de suite et aller repartir dans les bras de l'anesthésie, je sais pas. Je sais pas comment il va prendre ça. Pour moi, c'est un merdicodile. Un merdodile. Merdodile, merdicodile. Merdodile. Bah, dans tous les cas, c'est pas optimal. Dinwiddie, moi, au MAV, j'ai vraiment du mal à voir l'intérêt. Dinwiddie, c'est quelqu'un qui a besoin de la balle. Tu le mets avec Doncic qui a la balle et c'est un fait, même si comment il s'appelle, Jason Kidd avait essayé de le faire jouer un petit peu hors ballon, mais c'est pas bien utilisé Luka Doncic que de le mettre hors ballon. Non. J'ai du mal à comprendre le fit tactique, en tout cas. Après, le fit en termes d'image, de franchise, bon, il fallait mettre un arrêt à ce duo Porzingis-Doncic qui allait nulle part. Voilà, là, ils ont trouvé... Ça, c'est vrai. Fallait des gros contrats. Il fallait des gros contrats et des joueurs qui avaient quand même pas une valeur formidable, parce que sinon, il n'y avait pas de trade possible. Donc là, ils trouvent Dinwiddie, Bertans, qui avaient tous les deux des gros contrats, comme on l'a dit. Apparemment, Jalen Brunson devrait re-signer. Et à ce moment-là, la signature de Dinwiddie, je la comprends encore moins.
Bah oui, c'est Je la ça. comprends encore moins. Parce que si Brunson, s'ils avaient peur que Brunson parte, je comprends que tu prennes Dinwiddie en assurance. Maintenant, là, j'ai vraiment du mal à voir. Après, en fait, si ça se trouve, ça va très bien se passer. Les 3 joueurs vont arriver dans un autre contexte tactique, dans une autre franchise, et puis ils vont avoir une espèce de renaissance, et puis ils vont retrouver le niveau qu'ils avaient tous les 3, et puis on reparlera de ce trade en disant, bon, bah, c'est win-win pour tout le monde. Tout le monde a trouvé un moyen d'optimiser son équipe, mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai du mal à voir l'intérêt, quoi. Mais après, c'est 18 millions l'année en bitcoin ou comment ça se passe? Il y a la conversion, il y a regardez le taux de change C'est ou... ça. C'est vrai qu'on nous dit, parce qu'il y a quelqu'un qui dit que Dinwiddie c'est pour que Cuban, mais il y a quelqu'un qui parlait crypto. Ah oui, c'est vrai. Il y avait de toute façon un problème avec Montrezl, ça c'est vrai, il y avait pas mal de bruit de vestiaire qui était ressorti, notamment que Dinwiddie avait essayé de parler, mais que ça avait été très mal reçu. Donc de toute façon, il fallait le bouger, et ouais, je sais pas, est-ce qu'il y avait moyen de faire mieux? Je crois pas. Est-ce qu'il fallait prendre Dinwiddie à 18 millions? Non. Est-ce que, oui, finalement l'erreur c'était peut-être déjà faite à la base, donc t'essayes autre chose. Pourquoi pas. C'est ça. Après, en soi, Bertans, on en rigole, c'est parce que bof, il est beaucoup trop cher pour ce qu'il coûte maintenant. Ça a duré 8 mois au final, cette saison historique. Il apporte du shoot. Par contre, à côté de ça, sur le reste du terrain, est-ce que tu peux mettre titulaire? Je pense pas, parce que Doncic je défends déjà pas très bien. Brunson encore moins. Enfin voilà, c'est pas. Tu ne résous pas les problèmes de cette équipe-là. Tu manques de taille, tu manques de rebond. C'est pas Bertans que tu vas jeter contre Embiid ou Jokic, tu vois. Donc, je vois pas où va cette équipe. Heureusement qu'ils ont Powell qui bouge tous les trous, mais c'est tout. Vraiment, ça s'arrête là. Et j'ai du mal à comprendre comment tu défends avec Bronson, Doncic. Bon, Hardaway, il est blessé, donc c'est encore pire. Et Bertans en même temps sur le terrain. T'as les joueurs qui vont grincer au premier switch, quoi. On nous dit, Bertans, One Night qui précise, 6 points de moyenne à 35% au tir, 32% à 3 points, et puis la défense, Ah ouais, la défense régalade. C'est le Klay Thompson Lituanie, laiton. Après, attention qu'en protection de cercle du côté de Washington, ça va faire Hachimura et Porzingis du coup. Ouais, bon après tu me diras, Hachimura il défend bien, mais Défend pas pour deux. J'ai même pas les mots. Quel intérêt? On ne sait pas. Si vous avez une explication, merci de nous envoyer un mail à qbasket@gmail.com. Marc Ban, si tu regardes ce live, bah déjà, je sais que t'as vraiment rien d'autre à foutre de tes journées, mais n'hésite pas à nous envoyer un petit mail d'explication. Merci beaucoup. Avidja, oui. Avidja, oui ou pas oui, il est toujours au bizarre. Oui. Avidja est toujours là. Il a pas bougé, Avidja hein? Non, c'est pas prévu. Ça, c'est bien. Je sais pas, malheureusement, en fait, j'ai un peu peur que ce joueur-là disparaisse un petit peu dans les méandres des Wizards et que finalement ça devienne un joueur moyen alors qu'il aurait pu peut-être devenir un bon petit joueur. Donc, espérons qu'il. Il défend très. Ouais, c'est déjà un très bon défenseur. Et puis rien que ça, je pense que ça le maintiendra dans une rotation NBA. Il a montré qu'il avait quand même du potentiel au tir et puis il peut tenir la balle. Rien qu'avec sa défense, il sera dans une rotation et puis après l'attaque ce sera du bonus. Alright. Suivant. On arrive sur le dernier trade du coup, quelques minutes avant la fin de la trade deadline. Arrive aux Rockets, Dennis Schroeder, retourne aux Celtics, Daniel Theis. Ça fait beau quand même. C'est pas mal. Attends. Il y a un petit NS Freedom que tu oublies là. Ah ouais, non mais attends, il y en a encore plein quand même. Il y en a plein. NS Freedom, il est dans ce trade là, il se fait cut derrière, non? C'est pas ça? C'est ça, oui, il se fait cut, là, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux dire sur LS Canter, enfin sur NS Freedom? Non, c'était pour être précis. Bruno Fernando, bien sûr. L'éternel, Bruno Fernando. Ouais, Bruno Fernando. Bruno Fernando, c'est le cliché du jeune espoir qui doit percer, mais qui a 30 ans, tu vois, qui n'avance plus. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce trade? C'est pas mal, ça arrange un peu tout le monde. Les Rockets, ils récupèrent enfin un meneur qui peut jouer, parce que John Wall est encore en train de s'entraîner à Miami avec Michael Beasley et Tyreke Evans. Commentaire. Côté Celtics, tu récupères un poste 4-5 que moi j'aime beaucoup. C'est mobile, ça défend bien, c'est intelligent. Après, pourquoi faire encore une fois? Parce que côté Celtics, tu vas pas jeter Daniel Theis contre Embiid ou contre tout pivot qui fait plus de 120 kg. Côté Rockets, tu peux enfin mettre Jalen Green dans des bonnes conditions pour qu'il arrête de perdre 6 ballons par match. C'est dur. Voilà, j'ai pas de plus à dire. C'est pas sexy, mais c'était un bon
Bah, en gros, c'est juste Boston qui voulait lourder Dennis Schroeder. Le reste, le truc, la plus-value pour Houston, on voit que t'as l'habitude de mentir aux gens, hein, tu le vends bien, mais... C'est ça, complètement. Je te le fais passer pour un All-Star, tu vois. C'est ça. Je t'écoutais, j'étais en train de me dire, putain, on aurait peut-être dû le prendre finalement. Hein. Non, oui, bah écoute, FD, je sais pas si t'as un avis sur Dennis Schroeder à Houston, bon move. Daniel Theis qui revient, enfin. Bon, plutôt Daniel Theis, parce ouais, qu'au final, Daniel Theis, il va se passer à Houston, qui regarde Houston. Non, Daniel Theis, bon, c'est bien pour faire des petites piges en playoff, ça va être sympa, il connaît le système, il connaît pas le coach finalement, puisqu'il a... Udoka était pas encore là à la base, mais... Ouais. Bah, et puis c'est bien pour Jaylen Brown, pour Jason Tatum, qui retrouve un partenaire de pick and roll qu'ils aiment bien. C'est bien pour les Celtics. Dennis Schroeder, il va pouvoir jouer, il va pouvoir monter sa cote là pour la free agency qui arrive, il me semble. Et c'est bien. Après, il va pouvoir un peu soulager Jalen Green aussi. Et le gros move des Rockets, finalement, ça a été de ni bouger Christian Wood, ni bouger Eric Gordon, qu'on attendait quand même sur le départ. Donc, pas opération full tanking non plus aux Rockets. Ouais. Je pense qu'ils ont juste pas su trouver un deal qui leur allait et que ça s'arrête là. Non, mais c'est curieux quand même que Eric Gordon trouve pas preneur. Hein, bah, il faut voir la contrepartie qu'on te propose. Hein. Tu sais, y a des équipes qui sont pas forcément intéressées. On va en parler, hein, des équipes qui n'ont pas bougé derrière. Mais je sais pas, j'aurais bien vu un Bulls, des Bulls sur Eric Gordon peut-être. Ah oui. Parce que moi je suis étonné que quand tu regardes le haut de la conférence, finalement, je crois qu'il y a que les Bulls qui n'ont vraiment pas bougé. Miami c'est pas lourd, hein, Ocasio, Okpala, machin, bon voilà, t'as compris. Mais ils ont un collectif qui est hyper bien rodé. Les Bulls sont une bonne équipe aussi, mais ils ont des blessés longue durée. Donc je me dis, faire une petite injection de talent là, vite fait, tu vois, en talent offensif, pour ne pas ramasser trop cher en attendant que les blessés reviennent, et après avoir un bon joueur de banc, il y avait peut-être quelque chose à faire là. Je sais pas, les Bulls qui bougent pas, ça vous... On s'en fout. Ça, parce que ça me surprend, oui et non. Je vois pas en fait de l'autre côté qui ils auraient renvoyé pour récupérer Eric Gordon, tu vois. Parce que l'effectif il est assez sain, globalement t'as une rotation à 9-10 joueurs, donc tu vois, c'est qui le mec qui joue pas plus les Bulls? Là de tête, je pourrais pas te dire, tu vois. Même Kobe White qui est un peu excité, il revient bien. Et ils n'arrivent pas à battre les grosses équipes, c'est une chose, mais après, il y a tellement d'équipes qui sont claquées dans cette NBA cette année que tu as un niveau plancher qui est assuré. Et cette équipe-là, si elle termine dans les 3-4, la saison elle est déjà réussie. Ouais, attends, je regarde vite fait les salaires. Ouais, c'est vrai que Eric Gordon, c'est quand même 18 millions pendant 3 ans. Hein. Eh ouais. Tu vois, ça t'étonne. C'est Ça t'étonne qu'ils trouvent personne, mais bon, il faut quand même les sortir, hein, parce que les Bulls n'ont pas ont 4 gros contrats, hein, donc Lonzo Ball, Zach LaVine, Vucevic et DeRozan. Mais à part ça, t'as Derrick Jones Jr. que t'aurais pu envoyer, 9 millions 7. Puis après, c'est des contrats rookies, et puis après, c'est des... après, il faut voir avec les trade exceptions, etc., s'il y avait moyen de bricoler quelque chose, mais... ouais, effectivement, c'était pas simple. Si tu mets Kobe White avec... Derrick Jones Jr. et Kobe White, ça passait pour Eric Gordon. À payer, mais pourquoi pas. Parce que bon, Kobe White, ils ont quand même passé plus de temps à s'en plaindre qu'à s'en féliciter aussi, tu vois. Après, il est bien revenu là cette année, tu vois. Il a quand même lancé une bonne saison. Encore une fois, après, c'est le problème des Bulls et un peu de leur communauté aussi, c'est que Kobe White, c'est un bon CMM, c'est un rôle qui lui colle à la peau depuis qu'il arrive en NBA. C'est pas en l'ayant mis meneur titulaire que ça lui a rendu service. Il est bien dans le rôle qu'il a. Quand il est sur le terrain, il a le ballon, il n'a pas à s'inquiéter à bien défendre, etc. Encore une fois, quand tu te prétends contender, tu as besoin d'avoir des mecs là qui ont un rôle défini, c'est son cas. Et c'est un bon 6e homme, il shoot assez bien. Comment dire, attends de l'avoir prolongé au moins une fois pour juger si le piquet était rentable ou pas. On met aussi que les Celtics font de la place dans l'effectif pour potentiellement signer des joueurs en buyout. Alors en buyout, faut pas rêver non plus, hein. Vous n'allez pas avoir des top joueurs, hein. Le buyout, si c'est des bons joueurs, normalement ils sont pas sur le marché des buyouts, en principe ils sont dans une équipe. Donc ça c'est une première chose.
Ouais, bon, mais c'est déjà une chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des grosses écuries qui vont avoir la dalle sur les buyouts. Hein. On va parler des Lakers juste après si ça vous dérange pas. Ils vont faire l'aspirateur à tout. Et quand t'as LeBron, Eddie et Westbrook qui t'appellent en disant s'il te plaît, viens. Moi je dis non. mais... Je dis non, pitié. Adieu. Toi, tu dis non, mais il y a plein de gens qui vont dire Los Angeles, LeBron, qui m'appelle. LeBron m'appelle, tu vois. LeBron m'appelle, il me dit viens, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Ouais. LeBron m'appelle. LeBron me respecte. Ouais. LeBron me respecte, il y a des mecs avec qui ça fonctionne, tu vois. Je suis pas sûr que les Celtics. Je suis pas certain que les Celtics fassent rêver le marché des buyouts. On va voir, hein. Mais je suis pas certain. Et en tout cas, si tu dois gérer un marché des buyouts, bah, tu te gardes des petits contrats à la con et tu les coupes dès que le mec rentre en buyout. Tu fais pas l'inverse. Tu vires pas 15 mecs en disant oh, vous inquiétez pas, on va tout remplir avec les buyouts. Et puis derrière, tu signes 0 type, quoi. Donc, je sais pas, c'est un peu dangereux. En parlant des Celtics, ouais, on n'a pas parlé du trade de Derrick White. Est-ce que, du coup, alors les San Antonio envoie Derrick White. Boston envoie en contrepartie Romeo Langford, Josh Richardson, un premier tour de draft 2022 protégé 1-4 et un swap de premier tour de draft 2028. Quand même une bonne pioche hein, pour Boston qui récupère en Derrick White un des meilleurs défenseurs extérieurs de cette année. Il trade Romeo Langford qui était sorti de la rotation, Josh Richardson qui n'avait pas apporté le tir au poste 2. Ouais, voilà, ce qu'on lui avait demandé. Que Boston a demandé sur ce poste 2. On chope Derrick White, Boston chope Derrick White, un profil défensif mais qui est quand même capable de tirer, qui est capable de prendre un pick and roll quand on lui demande gentiment. Et on aurait pu penser que ça allait enfin être le domino qui allait faire partir Marcus Smart, mais qui finalement est resté. Bah c'est l'âme des Celtics, hein, quelque part. Je pense que lui aussi s'est retrouvé. Ouais, mais c'est pareil, ça fait partie des joueurs, ils se font citer à toutes les périodes de transfert. T'entends une fois Marcus Smart, attention, préparez-vous à faire votre deuil. Et finalement, il bouge pas parce que quelque part, tu sens bien qu'il a quand même une importance affective dans le vestiaire qui est importante. Surtout que Boston là, ils sont beaucoup mieux hein, depuis janvier, ils sont en 11-4, je crois. Donc ils sont beaucoup mieux, mais c'est fragile comme équilibre, donc il faut pas commencer à jouer au con avec l'effectif, à prendre un petit peu ton Draymond Green de local, on va dire, pour faire simple. J'ai fait des guillemets avec les doigts, commencez pas, hein. Pour le brader, pour un truc comme ça, tu vois, donc oui, t'ajoutes Derrick White, ok, t'as ajouté de la défense externe, t'as pas ajouté de talent en attaque particulier, parce que Derrick White c'est pas non plus une bête offensive, il sait faire il sait faire le taf, mais c'est pas sa spécialité. Est-ce que c'est de ça que Boston avait besoin? Peut-être bien. Je pense, parce qu'après, tu vois, globalement, en fait, l'énorme problème que Boston a cette saison, c'est les fins de match. Chaque quatrième quart, il court. Ah ouais, mais bon, à ce moment-là, pourquoi Derrick White spécialement? Parce que ce qui merde à Boston en fin de match, c'est tout, c'est l'attaque et la défense. Bien sûr. Il faut des mecs qui sont capables de gérer les fins de match. Derrick White, il l'a fait aux Spurs les années où ils vont en playoff. Hein. Il défend bien, il shoot, il sait driver correctement. Tu te rajoutes une option qui est plus fiable que Marcus Smart en attaque. Mais lui, tout le monde, c'est Michael Jordan avec toi. Tu me fais rêver. Hein. Cam, il te vendrait, mais putain, mais c'est incroyable. Mais est-ce que vous entendez cette malhonnêteté? Est-ce que ça transperce pas votre écran, cette malhonnêteté en chemise là? C'est dingue. Oui, c'est faire des trucs. Oui, c'est faire des trucs en attaque. Bien sûr, j'ai pas dit le contraire. Et encore une fois, je l'ai vu. Je l'ai vu il y a même pas 24 heures. 24 heures contre les Cavs. Donc oui, c'est faire des trucs. Mais bon. Est-ce que dans les 5 dernières minutes du match, quand il y a la pression, quand il faut pousser, quand il faut attaquer, est-ce que tu vas donner la balle à Derrick en disant fais-nous gagner? Allez, ça va, c'est bon, dis non, arrête. Mais oui, mais Tatum, il est fait pour ça. Mais moi, il est fait pour ça, mais il l'aimait pas, ces game winners. Donc, tu vois, il y a un moment aussi où tu rajoutes une option. Il prend des turnarounds dégueulasses avec un pivot sur la tête. Tu te crées une option. Et on a toujours même pas cette équipe, c'est que si t'es bon pendant 3 quarts temps, t'as pas à faire des tirs de héros à chaque match. Il est là le problème de cette équipe. Bien sûr, ça c'est vrai. Manque de sang-froid. C'est vrai que c'est 23h28. Il est 23h28 et on vient de dire qu'il faut mieux donner la balle à Derrick White qu'à Jason Tatum dans le clutch. Non, on ne vient pas de dire ça.
Cam a dit ça. Hein, commencez pas. Pas d'association, pas d'amalgame, s'il vous plaît. Oui, c'est surtout un manque en termes de profil pour les Celtics. Ben oui, d'accord, ok. Mais je sais pas. On verra si c'était ça qu'il fallait faire. Je suis pas comme un ouf sur le trade. Pour moi, c'est un bon petit échange, mais sans plus, quoi. Ça va pas changer la donne, spécialement. J'ai pas l'impression. Et pour les Spurs, surtout, ils récupèrent un premier tour 2022 qui va sur moi dans le top 20, puisque les Celtics seront pas non plus un... c'est pas protégé 2 ans de suite. Il est protégé 1-4, il me semble. Non, je crois que c'est pas 1-14. Moi, il me semble que j'ai lu protégé 1-14, si pas converti en protection 1-13 l'année d'après, si pas converti en 2 second round les années suivantes. Oui, ça doit être ça. Non, c'est top 4, top 4, top 4. Ouais, c'est ça. D'accord. Top 4, et si c'est pas ça, ça devient 2 sur un round. Ok. Très bien. Écoutez, on verra un petit peu ça. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, un trade? Ouais, on a oublié Jalen Smith qui arrive à Indiana. Oui, tout à fait. Et les Suns qui récupèrent le soldat Torrey Craig. C'est ce que je disais aussi en début d'émission. Indiana qui se rajoute un jeune de nouveau, Jalen Smith, choix numéro 10, sorti de Maryland, qui a un gros potentiel, qui avait pas beaucoup joué sa saison rookie à Phoenix, qui était dans les méandres de la rotation, et qui avait été utilisé cette année par Phoenix, et puis ils s'en étaient bien sortis. Il est intéressant, il a beaucoup de qualité, il a été intéressant dans un système offensif où quand même t'as Chris Paul, t'as Devin Booker, t'as DeAndre Ayton, ton rôle est quand même, t'es quand même dans un contexte parfait pour réussir. Est-ce que maintenant, dans un contexte à Indiana où ça va être un petit peu plus compliqué, où il y a eu beaucoup de mouvements, où tu n'auras plus Chris Paul à côté, est-ce qu'il va être aussi productif? Je ne sais pas. Par contre, c'est un jeune joueur qui a un potentiel, et voilà, Indiana se rajoute un jeune à développer. C'est leur projet, et puis ils ne lâchent entre guillemets que Torrey Craig. Donc pour moi, c'est encore un bon move pour Indiana. Oui, c'est vrai que c'est Craig, après, Vas-y, Cam, vas-y. J'aime bien le joueur, c'est défendre bien, etc. Encore une fois, on en vient à ce qu'on disait avant, c'est un joueur plancher. Il sera pratique en playoff quand il faut faire des missions ou quand il faut jouer un peu grand, quand tu veux faire rentrer Michael Bridges, Torrey Craig et garder sûrement Booker et Chris Paul en même temps. Non, c'est une très très bonne rentrée. Et encore une fois, Indiana n'a aucun intérêt à garder un vétéran comme ça. Ce qu'en plus, c'est pas son apport statistique que tu cherches chez Torrey Craig. Par contre, c'est sa grosse défense, c'est le fait qu'il a beaucoup d'agressivité et que sur les rares phases où il aura le ballon, il sera à peu près bon. Mais c'est un gros défenseur avant tout. Ouais. On peut parler des Lakers? Pitié, allons-y. Parlons-en. Alors, qui veut tirer en premier sur l'ambulance? Alors, rien n'a bougé, donc rien ne va. Concrètement. Rien n'a bougé, donc ils n'ont pas fait de conneries. Tu peux aussi regarder ça comme ça. Bien sûr, mais moi ça m'emmerde parce que si tu veux, cette équipe-là, elle a filé un pic à Memphis et il y a une protection dessus. Donc en fait, il faut que ça joue, tu vois. Il faut que ça aille en playoff. Moi, c'est ce que je veux. Hein. Je veux juste que ça finisse 8ème. Hein. Cette équipe-là, belle mentalité. Elle avance pas. Avec les Lakers, pas de pitié pour les débiles. Oui, oh. Cette équipe-là, elle a toujours les mêmes soucis qu'elle a en début de saison. Elle a 3 stars qui n'arrivent pas à bosser ensemble. Elle a un Westbrook qui est soit à 30 points, soit à 8 points avec 6 turnovers. Et au milieu, tu as LeBron James qui est stratosphérique, mais qui est fatigué. Et il y a peut-être un moment où c'est pas normal que si ta star ne met pas 30 points, 10 rebonds et 8 passes, et que tu gagnes pas. Qui n'est même pas une chance de gagner, parce que c'est même pas ça. Même quand LeBron met des cartons, c'est pas toujours la victoire au bout. Hein. Là, ils se sont fait battre par les terribles Blazers de Justin Winslow et Eric Bledsoe. Donc tu vois, ça pèse. Ça l'équipe, personne ne l'a vu au premier tour des. Ah non, franchement, Winslow en 11-8. Mais non, cet effectif-là, ça n'avance pas. Visiblement, dans le vestiaire, ça va pas non plus. Et il fallait bouger. Il fallait sacrifier du Horton Tucker, des trucs comme ça. Rien n'est fait. Donc je vois pas, comme tu l'as dit avant, quel vétéran tu vas aller chercher en buyout, sachant qu'ils ont quand même Malik Monk qui est payé le minimum, qui est l'affaire du siècle. Tu peux aller te chercher Tristan Thompson. Je pense qu'ils sont assez potes avec LeBron. C'est déjà un pivot. C'est déjà un pivot qui s'est placé un écran, qui
court assez bien entre les deux anneaux, qui est pas le meilleur protecteur de cercle, mais qui est capable de mettre un contre ou deux, qui peut récupérer du rebond. Donc ça peut déjà être ça, hein, ça peut déjà être ça. Et c'est pas lui qui va te demander des balles au poste pour faire genre je suis un super joueur. Donc voilà. Je pense qu'il y a déjà ça que tu peux faire. Maintenant, moi, je sais pas si ça a été essayé, mais est-ce que c'était pas un bon plan d'appeler Houston pour dire bon, John Wall, Russell Westbrook Bah c'est vrai. Non, parce que John Wall, finalement, en fait, John Wall, on sait pas s'il sait encore jouer au basket, tu vois. Russell Westbrook, de ce qu'on en voit, priori, dans ses workouts à Miami, ça va. Mais bon, contre Michael Beasley et Tyreke Evans, encore une fois. Les workouts filmés, c'est André Drummond qui empile les 3 points pendant l'été. Je connais l'arnaque. Moi aussi, il n'y a pas de souci. Je peux faire des cuts. Il n'y a pas de souci. Mais John Wall, tu vois, a priori, il sait encore jouer au basket. C'est juste qu'ils veulent pas le faire jouer au basket. Mais lui, il demande pas mieux, en fait. On n'est pas dans une situation où tu as Russell Westbrook qui est sur le... Alors, je sais que les fans hier étaient tout contents parce qu'il n'y avait pas Russell Westbrook et du coup, ils ont quand même perdu. Donc, vous avez vu, c'est pas de sa faute. Oui, enfin, les 3 sur 12 des autres soirs, c'est quand même lui qui les met, tu vois. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, je sais pas ce que le chat en pense, mais est-ce que vous auriez pas tenté un Westbrook versus notre ami John Wall qui est pour le coup à Houston. Je pense qu'ils en ont eu un peu rien à secouer de mettre un Russell Westbrook. Parce que de toute façon, ils sont quand même en train de tanker comme des porcs. Donc, après, il y a une respo du FO qui est sur le mot. Attends, parce que là, tu parles avec des mots coupés N5. C'est quoi la différence entre Wall et Russell Westbrook? Ben, c'est ça. Russell Westbrook, tu sais à quel niveau il est. John Wall, tu sais pas. Il a refait quelques petits matchs avec les Rockets. Sur ce qu'il a montré, c'était pas dégueulasse, tu vois. Et encore une fois, lui, tu ne sais pas. Je veux dire, avec Russell Westbrook, je crois que tu sais que tu vas dans le mur. Donc, le retour en arrière est terrible. Bah oui, Basile, je sais, ça me fait bizarre, c'est le même prénom que mon fils. J'ai l'impression que c'est mon fils qui est dans le chat. J'espère que c'est pas lui, parce qu'il a 8 ans, il devrait dormir. Le retour en arrière, il est peut-être terrible, mais au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux, quoi? Les mecs ont vraiment plus l'air d'y croire, tu vois. Les déclats qui sortent du vestiaire, c'est quand même catastrophique. LeBron qui dit, mais je crois que c'est une connerie, mais ma ligne de cheveux, qu'il a envie de boire du vin, ouais. Qu'il a envie de boire du vin, d'aller pioncer, que sa ligne de cheveux l'a jamais laissé tomber comme ses coéquipiers ce soir. Ça, je crois que c'est une connerie, mais ça m'a fait rire. Mais il aurait, franchement, il pourrait très bien le dire. Et alors, moi, ce que je trouve un peu malhonnête là-dedans, par contre, c'est que on parle pas trop d'Anthony Davis, mais c'est pas dingue, hein. Ok, blessure. Il est pas bon. Ok, blessure, mais le AD qui te met des 40-50 pions, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu. Hein. C'est le AD de la bulle, quoi, depuis... Ouais, voilà. Mais après, voilà, c'est... Du moment que, encore une fois, s'ils avaient récupéré Buddy Hield, l'histoire c'est qu'autrement, c'était le joueur parfait justement à mettre entre LeBron et AD. Ils ont fait le choix du gros nom et de la renommée, on va dire ça. Ça n'a pas payé. Je vois pas comment ça peut payer en fait. Je vois pas le scénario dans lequel les trois se disent allez hop, c'est bon, le pouvoir de l'amitié, on met 30 points chacun en playoff et on est champion. Ça n'existe pas. Ce qu'on nous dit, c'est incompréhensible. C'est pas la première fois qu'on a que Houston ne fasse pas jouer John Wall pour essayer de le refourguer, mais c'est vrai. Quel est l'intérêt de pas faire jouer John Wall? T'as quand même un contrat qui est sur tes bras. Donc moi je m'étais dit, à minima ils vont essayer de le brader à la trade deadline, ils vont essayer de trouver quelque chose, mais là... mais il faut trouver une équipe qui peut absorber 40 millions, c'est quand même... t'avais un partenaire de choix, hein. Je suis sûr que tu téléphones aux Lakers en disant vas-y on va à Westbrook, je t'envoie ça et tu me mets un pic de 2028 là, parce qu'il leur reste plus rien, hein. Les Lakers ils ont tout échangé, mais je pense que ça passe. Hein. Mais là c'est quand même un aveu d'échec pour le front office, pour Pelinka, tout ça. Je suis pas sûr. Parce que les matchs maintenant, c'est pas un aveu d'échec? Écoute, tu espères toujours. Je pense que... après le match de Portland, t'espères toujours après le match de Portland? Écoute. Attends, je veux bien, hein. Je veux bien, hein, tout ce que tu veux, mais... mais cette équipe va lui voir, quand même. Regarde si tu regardes les stat sheets des Lakers, c'est affolant. Tu vois 30, 20, on va être gentil, avec Malik Monk, hein. Et puis tu passes à 6, 4, 2, tu vois?
Il y a absolument aucun jeu d'équipe. Alors c'est vrai que les équipes avec LeBron, ça n'a pas toujours joué très collectif. Pour le coup, avec les Cavs, je me rappelle des stat sheets, c'était assez aussi très disparate. Mais là, on est quand même sur des trucs. T'as le sommet de la montagne et puis t'as le sous-sol, tu vois. C'est chaud. Je vois pas comment tu peux créer quelque chose qui est si déséquilibré. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Donc si tu sais pas, l'aveu de faiblesse, ok, tu te le prends dans la gueule, mais au moins t'essaies de faire quelque chose. Je sais pas, tu bouges. Parce que le marché des buyouts, encore une fois, pas l'impression que ça va être si fourni que ça. Hein. Ça va pas être celui de l'année Et dernière. encore, tu vois. Non, ouais. Et encore, tu vois, ils ont quand même de la chance qu'à l'Ouest, t'aies des équipes qui soient dans le dur. Que tes Clippers n'aient pas tes deux stars, que Denver, il reste que Jokic et un effectif de G-League autour. Portland, encore une fois, que Lillard est sur le carreau. Enfin, tu vois, c'est malgré tout ce contexte-là, t'es pas au rendez-vous, c'est ça qui est terrible, quoi. C'est vraiment, c'est que. Ils sont quoi? Ils sont si à l'Ouest. 10e 10e, 9e? Je vérifie. Attends, je check vite fait, je l'ai là. Mais ouais, Ils sont 9e. 9e. Mais comme tu dis, s'il y a Ouais. les équipes habituelles, on va dire, qui n'ont pas 50 blessés, t'as qui en dessous d'eux? En dessous d'eux, Pelicans, il y a Blazers. Pelicans, Kings, Blazers. Spurs. Bon, Sacramento, là, ils sont plutôt habitués. Les Spurs, OKC, Houston. Bon, ça, Non, en fait, ouais. Ouais, Portland, les mecs qui sont effectivement, les mecs qui sont en dessous, c'est les mecs qui font exprès de perdre quand même. Tu vois, c'est les mecs qui mettent des garderies sur le terrain pour avoir des pics de draft, quoi. C'est quand même triste. Non, c'est vrai que oui, John Wall, peut-être 4 ans sans jouer dans sa carrière. L'année prochaine, 47 millions, option joueur. Moi, franchement, je suis lui, je la prends pas. T'as mis des sacs de grains de côté, quand même monstrueux. Si t'as envie de rejouer en NBA, la prends pas. Tu signes une saison quelque part. Tu signes une saison ou 2 saisons quelque part, avec une deuxième année en player option, par exemple. Un truc à, je sais pas, 15 patates, un truc du style. Donc quand même, ça va, hein. Tu dois pas regarder à la fin du mois s'il te reste à bouffer, si t'as de quoi payer à bouffer. Et derrière, tu fais une saison de port. Tu donnes tout ce que t'as, tu te mets le cul par terre. Le dernier joueur à avoir fait ça, c'est qui? C'est Nerlens Noel. Pas trop fonctionné. Et c'était pas 46 millions l'option joueur. Le dernier à avoir refusé un contrat comme ça, c'est Dennis Schroeder. Voilà. Oui, il y a Dennis Schroeder. L'homme à 100 millions de dollars. Non mais, enfin voilà, je sais pas, je pense que... En fait, ce qui est bizarre, c'est quand c'est les Lakers, on sait toujours à peu près tout ce qui a été tenté. Et là, on n'a pas vu une fois, ou alors ça a l'air d'être des comptes un peu trolls, de Wall contre Westbrook, Moi ici, on voit des trucs, ils ont essayé jusqu'à la dernière minute de... Mais t'as essayé quoi? T'as essayé de Talent Horton Tucker contre Bradley Beal, ou c'est comment? C'est quoi que t'as proposé? Et Stanley Johnson que tu viens de récupérer en 10 days contract par la grâce du ciel, t'essaies de le refourguer pour avoir quoi exactement? Parce que là, en fait, les Lakers, ils ont besoin de mecs qui savent mettre 10 points, hein. C'est même pas autre chose. Hein. Quand tu vois, ils sont à 4, 6, 2, etc. Si t'as 2 mecs qui mettent 10 points, ça va. Hein. Et c'est pour ça que je te dis, Tristan Thompson, il peut te mettre 10 points. Aller rechercher... Tristan Thompson a une qualité, il se place très bien au rebond offensif. Et ben, sur des deuxièmes chances, voilà. Tu vas te récupérer 10 points, tu prends un deuxième joueur comme ça, et puis c'est bon. C'est déjà mieux, tu vois, c'est déjà mieux, je veux dire. Pour récupérer les tirs de Westbrook, un gars qui est bon au rebond offensif, c'est utile. Quand ça tape le haut de la planche, même Tristan Thompson ne peut pas anticiper un tir. Quelle franchise a vraiment besoin d'un meneur titulaire? Est-ce qu'on nous pose la question, One Night nous demande un retour aux Wizards? Retour aux Wizards Pour qui? Pour Westbrook? Pour Westbrook? Non, pour John Wall. Bah là, le problème, c'est que c'est pas la question du meneur titulaire, c'est qui a de l'argent. 47 millions, hein. C'est pas... tu vois, c'est pas toi qui te demande si tu vas manger kebab ou pas à midi, hein. C'est 47 millions. Donc non, ça se compte pas comme ça. Je crois pas que c'est une question de qui a besoin d'un meneur titulaire ou quoi. C'est qui peut payer, quoi, tout simplement. Dernière petite équipe qu'on peut aborder. Ils avaient proposé Evan Fournier et un pick à Indiana contre Caris LeVert. Ça a été refusé pour l'offre des Cavs, comme vous le savez. Les Knicks. Pas là, pas envie, pas présent. Pas au courant, peut-être, que c'était la trade deadline. Peut-être que Leon Rose était en train de faire la sieste. Peut-être. Je pense que c'est ma
C'est ma Est-ce que théorie. tu peux nous dire, FD, ce que tu penses de cette petite trade deadline d'Enix? On te laisse t'exprimer, vas-y. C'était à peu près ce que j'ai écrit dans un article qui est paru sur QBasket il y a 2 jours, il me semble. Où je disais, voilà, les Knicks, là, ils arrivent à la croisée de leur chemin. Ils vont sûrement pas accrocher le... Enfin, ils pourraient accrocher le play-in en espérant un bon retour de Derrick Rose. Et ils peuvent jouer le court terme en ne faisant aucun mouvement à trade deadline, en gardant les vétérans, en laissant Cam Reddish sur le banc. Ou bien, ils pouvaient commencer une restructuration en bougeant, peut-être pas Fournier, parce que je pense pas qu'ils auraient bougé Fournier, ça aurait été une mauvaise image donnée, parce qu'ils viennent de le recruter, ils viennent de lui donner un gros contrat, mais peut-être bouger Alec Burks, peut-être bouger qui d'autre, Alec Burks, et puis Alec Burks, ça avait l'air Burks, d'être effectivement Nerlens le... Noel. Mais par exemple, Nerlens- voilà, justement, quelqu'un qui vient d'en parler, Mitchell Robinson. Alors Mitchell Robinson, c'est compliqué, c'est pas quelqu'un qu'ils auraient pu bouger parce qu'il a un contrat. Ah bon, moi je connais petit. quelqu'un chez qui tu pouvais aller toquer pour Mitchell Robinson sans problème. Je pense Ouais, qu'il mais t'aura accueilli Mitchell bras ouverts avec Pour moi, il y tout a. ce qu'il faut. T'allais à Charlotte, tu disais Mitchell Robinson, je pense que on t'ouvrait tout. Ouais, mais je pense pas que les Knicks aient envie de lâcher Mitchell Robinson. Je vois pas l'intérêt qu'ils Ah bon auraient. Ils ont. Non, je vois pas. Là, ils peuvent le re-signer cette année. À mon avis, c'est le. C'est le pivot du futur pour les Knicks? Ah, je pense. Ok. Je pense que c'est le pivot à qui ils vont donner 12-15 millions sur 3. Enfin, 12-15 millions par an sur Tu 3-4 penses que Robinson va accepter très bien comme 12-15 ça. millions par an? J'espère pour lui, j'espère qu'il prétend pas à plus. Non, il va pas, il peut pas prendre plus. C'est le contrat qu'a pris Daniel Gafford. Je le vois pas, je vois pas prendre plus. Non, mais c'est juste pour revenir sur le Knicks, il y avait cette option de faire quelque chose, de trader des vétérans pour récupérer, comme ils avaient fait avec Marcus Morris. Ils avaient récupéré un premier tour de draft et un deuxième tour de draft. Ils auraient pu trader Alec Burks à une équipe contender qui avait besoin de scoring en sortie de banc, tout comme les Cavs avaient besoin de Caris LeVert. Une équipe aurait pu prendre Alec Burks et de récupérer un deuxième tour de draft, juste faire un salary dump. Ça aurait créé du momentum pour les jeunes en sortie de banc, notamment Cam Reddish qui est arrivé là et qui a 0 ouverture. C'est quand même incroyable, hein, la situation de Cam Reddish, on est d'accord. Hein. Alors Cam Reddish, pour ceux qui n'ont pas suivi, Cam Reddish a été voulu par le front office, donc Leon Rose, mais finalement Tom Thibodeau n'a jamais été consulté et Cam Reddish ne rentre pas dans les plans de Tom Thibodeau, puisque Tom Thibodeau dit la rotation fonctionne bien, on l'a échangé contre Kevin Knox qui n'était pas dans la rotation, pourquoi je devrais intégrer Cam Reddish à la rotation? Et donc les Knicks ont choisi l'inaction pour espérer le même coup de fouet qu'avait apporté Derrick Rose en février dernier, espérer que le retour de Derrick Rose de blessure va apporter ce coup de fouet. C'est optimiste. Maintenant, voilà, on peut espérer que Julius Randle va remettre des tirs, que la blessure à la cheville d'R.J. Barrett n'est pas trop grave, que Nerlens Noel arrête d'avoir ses pépins au genou. Que Julius Randle, ouais. Le MVP de la saison passée, on le rappelle. MIP quand même pas. Non, mais c'est parce que si j'écoutais les fans d'Enix, c'était MVP, mais... Let's go. Parce qu'il y a le Carandle. T'as 21 millions. T'as 21 millions pendant 5 ans. Alors j'entends dire, ouais, pas le trade deadline, on le fera cet été. Avec qui? Bonne question. S'il continue comme ça, je veux dire, hein, parce que là, c'est... il envoie chier des assistants qui viennent lui montrer certainement des phases de jeu. Ça se fait sortir des matchs. Ça boude. Je sais pas, tu vois. 20 millions sur 5 ans quand même. Hein. Après, il allait chercher son contrat, il l'a bien mérité. Je pense pas que ce soit un effet, j'ai signé un gros contrat, j'arrête de me donner à fond. Non, je crois pas non plus. Cette équipe, c'est juste, il manque l'esprit qu'ils avaient l'année dernière d'underdog, l'ajout de Kemba Walker, d'Evan Fournier. Offensivement, ça a quand même apporté des choses, Evan Fournier notamment, surtout Evan Fournier. Défensivement, on a quand même perdu de la densité et cette physicalité qu'a apporté quand même, et c'est triste d'en venir à regretter Elfrid Payton, mais Elfrid Payton, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Point of attack defense, il était quand même pas si mal que ça. Reggie Bullock, qui est un départ que moi, personnellement, je pense que j'ai sous-estimé. Je pensais pas que le départ de Reggie Bullock allait heurter
autant les Knicks qu'aujourd'hui. Voilà, Evan Fournier, malheureusement sur l'homme, c'est un défenseur moyen, et puis hors ballon, il n'est pas aussi impactant que Reggie Bullock. C'est cette fibre défensive qu'avaient les Knicks, et puis aussi cette chance, ou cette anomalie statistique qui était à la fois leur réussite au tir à 3 points, Julius Randle qui tape une saison à 40% qu'on n'avait pas vu du tout venir, RJ Barrett qui tape une saison à 40% à 3 points, ça sortait d'où? Et surtout, les adversaires des Knicks qui tiraient à 33% à 3 points l'année dernière sur des tirs ouverts que les Knicks veulent donner, et comme par magie, les attaques contre les Knicks commençaient à rater des 3 points. C'était la deuxième équipe en termes de pourcentage à 3 points donnés à l'adversaire. Seulement les Jazz défendaient mieux les tirs à 3 points, et on sait que le Jazz est une bonne équipe pour défendre à 3 points, historiquement, ça se voit. L'année dernière, c'était une anomalie pour les Knicks, anomalie de la bulle, anomalie du public, anomalie du Covid, je ne sais pas, ils ont eu très peu de blessés. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on se souvient que Randle s'est effondré sous la pression dans la série contre Atlanta. Je crois que c'est Atlanta. Il s'est effondré dans la série, et puis il est quand même tombé sur un match-up qui était terrible pour lui. Julius Randle, l'année dernière, puisque son jeu, c'était tellement des pull-ups à mi-distance, il avait besoin de tirer au-dessus de ses adversaires. Là, on lui a mis Onyeka Okongwu qui était blessé, pardon, mais on lui a mis Clint Capella, on lui a mis John Collins. Et puis là, il a eu tout de suite eu du mal, il a été pris à 2 à chaque fois. Derrick Rose, malheureusement, trop court pour créer tout seul, et c'est là que l'apport de Kemba Walker et Evan Fournier pouvait se comprendre. On avait besoin de création secondaire. Oui, sur papier, l'intersaison était logique. Hein. Oui, sur le papier, c'était... Il y a plein de gens, d'ailleurs, je crois que ça a été à peu près salué de manière unanime, à juste titre. Donc non, pas de problème avec ça, mais derrière, ça c'est en train de tourner, méchamment au vinaigre, et effectivement, la situation de Cam Reddish est incroyable. Et celle de Kemba Walker, je peux comprendre pour le côté... Je suis extrêmement surpris qu'il n'y ait eu aucun move. Je m'attendais à une trade deadline comme on avait vu il y a 2 ans, où effectivement on avait dit merci beaucoup Wayne Ellington, merci beaucoup Marcus Morris, mais maintenant voilà, vous avez servi pendant une saison et une demi-saison, merci, allez jouer dans un contender, et puis nous on récupère des assets. Je rappelle que c'est le trade de Marcus Morris qui nous permet de récupérer Emmanuel Quickley à la draft. C'est ce pic-là. Et je suis vraiment surpris que ça ne soit pas passé comme ça. C'est de l'immobilisme, mais à quoi bon? À quoi bon? Aujourd'hui, on a Cam Reddish qui est, avec RJ Barrett, peut-être le joueur extérieur avec le plus de potentiel dans cette équipe, et qui va rester cloîtré sur le banc. Et honnêtement, moi, je vois pas comment les Knicks peuvent devenir meilleurs avec ce qu'ils ont à l'intérieur de l'effectif aujourd'hui. Donc c'est vraiment, vraiment curieux de voir qu'il n'y a aucune volonté d'améliorer cet effectif. Effectivement. Bien, monsieur, je crois qu'on a fait le tour de la question concernant la trade deadline. On finit sur des notes positives quand même, hein, les Lakers et les Knicks. Voilà, on termine sur une ambiance d'enterrement, mais c'est pas grave. Hein, il y aura certainement du beau jeu. En tout cas, les cartes ont été pas mal redistribuées, notamment à l'Est, hein, on va pas se mentir. À l'Ouest, je pense que ça va filer tout droit, tel que c'est à moins qu'il y ait un réveil de la bête. Mais je pense que là, on est sur un petit train. On aura une conférence un réveil de Domantas Sabonis qui amène les Kings en play-off. Bien sûr, évidemment. Au play-in, avec les Lakers qui sont en dehors à la 11e place, ce serait très rigolo. Ce serait sympa, une série de play-in Kings-Lakers. Ce serait les désignations d'arbitres les plus scrutées de l'histoire de la Ligue. Voilà, c'est clair. Tony Brothers. Scott Forster. Allez, c'est parti. Le match a commencé, 2 lancers francs pour LeBron. Je veux rien savoir, j'en ai rien à foutre. Allez. Adam Silver en tribune. Adam Silver en tribune qui applaudit. Enfin, ce serait formidable. Non, je pense que les cartes, en tout cas, la conférence S va être passionnante. Il reste une petite semaine de match, hein, à peine. Oui, c'est ça. Avant le break du All-Star Game qui va permettre de recharger les batteries, d'attaquer la dernière ligne droite qui va être, je pense, assez épique. Alors pour ce qui est du QE Talk ici, le but c'est à moyen terme, ce sera d'inclure justement des gens qui viendront intervenir avec nous en direct. Donc il y a un Discord qui est là. Donc vous avez un lien normalement en haut de l'écran. Attendez, non, j'arrive pas à placer mon doigt. Là, voilà, comme ça. Là-bas en haut de l'écran, vous avez un lien
qui vous permet de rejoindre le Discord. Je vous invite à nous rejoindre directement. Il y a des salons pour pouvoir discuter, regarder les matchs ensemble la nuit. C'est quand même plus sympa que d'être tout seul devant son League Pass brésilien. Sud-africain. C'est pas mon cas, bien entendu. Merci Jair Bolsonaro. Obrigado à tous. Le but, ce sera de se retrouver, je ne sais pas à quelle fréquence, on va essayer de faire toutes les 2 semaines le jeudi. Je pense que ça me paraît pas mal comme objectif. Ce sera peut-être d'autres gens la prochaine fois, ce sera en fonction des disponibilités. Si de toute façon vous voulez être au courant des prochains lives, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à follow la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre la petite cloche bien sûr pour avoir les notifications de début de live. On a les copains avec N5 qui fait justement les 5 majeurs all-time. Non, les 5 majeurs, pardon, avec Contrainte qui prend aussi vos 5 majeurs à vous sur Twitter et qui vient en débattre ici en live. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça permet de faire des compositions d'équipe assez originales. Et sinon, évidemment, @QI Basket sur Twitter. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente nuit. Il y a quelques matchs qui vont démarrer là d'ici quelques instants, je pense, dans 1 heure à peu près. Portez-vous bien. Et puis, bon courage avec votre équipe, surtout si vous êtes fan des Lakers, des Knicks. On est là, les gars. On est là, on est avec vous. C'est ça. On est avec vous. Merci Cam, merci Domantas et à bientôt. À la très vite. À bientôt. Merci. Ça me tue parce que je vois plus que ça du coup.